Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD des pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Comme teasé la semaine dernière par Océane, nanana, et à la fin il y a Batman évidemment, un petit film qui monte malgré le silence assourdissant des médias, est sorti cette semaine, je ne sais pas si vous voyez duquel je parle. On va donc plonger dans l'univers du Joker et donc de Batman en compagnie de deux gros invités, j'ai envie de dire. Arnaud Tomasini, rédacteur en chef de Comics Blog, bonjour. Salut. Comment ça va ? Très bien, je suis ravi d'être ici. On rappelle que tu es docteur en biologie, oui. Ce qui fait peut-être de toi l'épouvantail sur ce plateau. Effectivement, mais je suis pas dans les gaz toxiques, plus dans les bactéries dangereuses. Très bien. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Fabien Moreau. Comment ça va ? Toujours impeccable, Karel. Alors on te retrouve sur Tokuscope, on te retrouve sur Furiosa, on te retrouve également sur un Kickstarter en ce moment, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse. Explique-nous un petit peu de quoi ça parle. C'est un projet de livre, c'est ça ? Ouais, alors c'est sur Ulule en fait, effectivement, et c'est effectivement un prochain livre sur l'âge d'or de la science-fiction japonais au cinéma, donc période 1950-1980, et on arrive déjà à un gros niveau de financement, donc ça commence bien. Voilà. Donc ça sortira en mars 2020. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Du coup, toi, tu es plutôt, si t'es pas l'épouvantail, t'es plutôt... Moi, j'ai pas envie de dire Joker, mais oui, j'aime bien Double Face. Ouais. Très bien, très bien. Je me tourne du coup vers nos deux chroniqueurs cette semaine. On a Océane, du coup. Salut, comment ça va ? Ça va très bien. Très bien, tu vas nous parler de cette semaine d'un petit film d'animation. Ça, la fameuse invasion des ours en Sicile, parce qu'on aime les nounours ici. On aime les nounours comme on le laisse entendre sur Twitter. Et de l'autre côté du plateau, notre nounours préféré, Jonathan, comment ça va ? Ça va très bien, je te remercie Karel. Première de la saison ? Ouais. Et tu as une belle actualité en ce moment ? Oui, effectivement. Alors c'est pas directement lié à Batman, bien que mon livre soit sorti en même temps que lui, donc là je vous le montre. Les deux livres de Third Edition, celui sur Batman, écrit par Siegfried Wurst, qui est une somme de près de 350 pages, qui revient sur tout ce qui concerne le Chevalier Noir, et il y a de quoi dire, des origines jusqu'aux adaptations et aux évolutions du personnage le plus récentes. Et puis alors effectivement, c'est pas directement le sujet d'aujourd'hui, mais le mien, c'est alors, qui est le tisseur, l'incroyable Peter Parker, qui revient sur un des personnages que je considère les plus importants dans la fiction du XXe siècle, un des plus merveilleux. Après là, c'est en toute subjectivité que je parle, mais aussi tout ce qui concerne son importance dans le comics et son importance dans son propre univers, sachant que ce livre se concentre sur le Peter Parker de la Terre 616. C'est pas sur tout Spider-Man, je suis clairement plus... je suis clairement plus restreint que mon camarade, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant. Et je suis aussi aujourd'hui là pour parler de ce fameux film sur lequel règne une omerta dont tu parlais. Effectivement, personne n'en parle, c'est incroyable. Personne se dispute dessus, non ? Absolument scandaleux. Donc effectivement, on salue Siegfried Wurst qui aurait pu être avec nous aujourd'hui, mais qui est actuellement en dédicace. Donc on l'embrasse très fort. On espère que tout se passe bien pour lui. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. #HPL, on vous lit. Sur Twitch, vous êtes très nombreux aujourd'hui. On va saluer Mafouba, on va saluer Thundergeek, Sam Forea, The French Phenom, évidemment, le grand habitué, PJ Beccaro et Kiné des Loutres. N'hésitez pas à partager avec nous vos anecdotes et vos questions tout au long de l'émission. On s'efforcera d'y répondre de manière pertinente et ordonnée, évidemment. Donc, comme je l'ai dit, nos critiques cette semaine, on va avoir la fameuse invasion des ours en Sicile et je vous propose qu'on commence tout de suite. Mais c'est de la merde! Merci. Donc, la fameuse invasion des ours en Sicile, l'un des meilleurs films d'animation de l'année. Océane. Tout à fait, puisque mercredi, donc, il n'y a pas eu que la sortie de Joker, mais aussi celle de cette fameuse invasion. C'est une coproduction franco-italienne réalisée par Lorenzo Mattotti. Donc c'est l'adaptation d'un conte pour enfants qui est sorti dans les années 40, donc ça ne rajeunit pas tout ça, et c'est assez populaire en France, je connais beaucoup de gens qui l'ont lu, mine de rien. Donc le film est passé entre autres par Cannes, par Annecy, où il a remporté un assez grand succès un peu partout où il est passé. L'histoire est simple, c'est l'histoire du roi des ours Léonce. Son petit ourson Tonio se fait kidnapper par de méchants humains qui en font une bête de cirque. Du coup il part à sa recherche, sauf que ça apprend quelques complications, quelques tournures assez inattendues. Donc tu mentionnes le fait que c'est une coproduction italienne, mais il y a de beaux noms français au casting. Tout à fait, puisque le scénariste du film, entre autres, c'est Thomas Bidguin. Donc vous le connaissez peut-être parce que c'est un des scénaristes de Jacques Audiard, qui est passé aussi derrière la caméra récemment pour un film sur le djihad, me semble-t-il. Donc c'est assez rigolo de le voir dans un domaine assez éloigné sur un film d'animation. Il double également un des personnages du film. Et c'est vrai que ça s'en ressent, en tout cas dans la qualité des dialogues. Il y a quelques
quelque chose d'assez authentique dedans. Et le film est divisé entre la caste des ours et celle des humains, et chaque caste a sa manière de parler assez différente. C'est des petites différences linguistiques qui au final apportent une sorte d'authenticité à l'ensemble, et on comprend très bien où est-ce qu'il veut en venir. Donc son amour du bon mot se ressent à merveille dans le film. Et le film a de nombreuses qualités pour lui, notamment ses superbes graphismes, à la fois très doux mais très, très mélancoliques. Les ours sont assez mignons. Les paysages aussi sont une vraie splendeur à regarder, et le basculement du film dans le fantastique avec des créatures géantes, dont un chat géant absolument hideux mais à la fois très beau aussi. Donc de ce côté-là, le film est vraiment impeccable et on en prend plein les yeux. C'est dommage par contre que la première partie ressemble à un enchaînement de petits sketchs, c'est des petites aventures pour aller chercher Tonio. Et il faut attendre la deuxième partie pour enfin avoir un lien et une profondeur émotionnelle qui creuse l'écart vraiment avec tout ce qui s'est fait cette année en matière d'animation, à quelques exceptions près, parce que j'aime toujours autant Toy Story 4. Et le climax du film est vraiment déchirant, et il interroge de manière très pertinente nos liaisons avec le pouvoir, notre héritage et l'amour filial. Sacré programme, mais est-ce que cela convient aussi aux enfants à qui le conte s'adressait à l'origine ? Complètement, il s'agit d'un film vraiment pour toute la famille. Les petits vont rire lors des gags visuels et ils seront cueillis par les dessins. C'est un trait qui est assez enfantin aussi, donc je pense que les enfants peuvent être choyés visuellement. Et les parents, eux, ils auront matière à réflexion avec les multiples thématiques adultes que développe le scénario. C'est un film qui se veut très complet et qui ne laisse aucune génération au bord de la route. Chacun y trouvera son compte. Sa durée d'1h25 est en plus idéale pour ne pas avoir le temps de s'ennuyer, même s'il y a quelques soucis de rythme dans la première demi-heure. Comme tu l'avais souligné. Voilà, c'est une œuvre qui ne prend pas de gants pour parler de sujets sérieux, et de telles entreprises sont réellement à saluer dans un paysage qui considère encore à tort que l'animation est un genre réservé aux enfants. Donc en conclusion, est-ce qu'on conseille la fameuse Invasion des ours en Sicile pour tout le monde ? Absolument, que ce soit seul ou en famille, le film est un excellent divertissement et une belle claque visuelle. Emmenez-y vos enfants, vos frères et sœurs, vos neveux ou vos nièces, bref, donnez de la force au film, il le mérite amplement, il n'y a pas que Joker cette semaine qui est à voir. Très bien, merci beaucoup Océane autour du plateau. Est-ce que vous avez eu le temps de vous y intéresser, voire de le voir ? Jonathan ? J'irai le voir la semaine prochaine, mais tu m'as convaincu au chat géant. Ah ouais, non, mais tu vas kiffer, il est incroyable ce chat, je voulais l'adopter. Arnaud ? Ma collègue Lise qui bosse sur 9mr.fr nous en a parlé déjà quand elle l'avait vu à Annecy, donc ça me chauffait bien. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais oui, je vais y aller. J'aime les ours aussi. Et Fabien ? Pareil, ça fait un petit moment que j'en entends parler avec beaucoup de bien, mais là également le chat géant m'a vraiment convaincu en fait. Donc là, ça fait un point de plus. J'espère ne pas vous décevoir du coup. C'est vrai que moi je suis assez hypé parce que j'avais pas eu le temps de le voir à Annecy. C'est peut-être l'un de nos gros regrets cette année du Festival d'Annecy, mais ça conforte le compte rendu qu'on en avait donné au mois de juin, le fait que cette année à Annecy on a vraiment vu des longs métrages s'emparer de thématiques adultes avec des graphismes assez universels qui soient pas enfantins mais qui du coup se servent de ce côté assez épuré pour finalement parler à tout le monde et peut-être légitimer certains sujets par le haut, et c'est toujours rassurant pour l'industrie de l'animation. Ça parle aussi de despotisme, de lutte des classes. C'est à la fois super adulte, donc moi je me suis pris une petite claque en voyant à quel point ça allait vraiment au fond des choses. Puis la manière dont ça parle de la mort aussi pour les enfants, je pense que il y a un côté vraiment instructif et très pédagogique. Ça prend pas les enfants pour des idiots, mais au contraire ça les met face à ce qu'ils vont devoir affronter plus tard. Et ça a l'air assez dense puisque ça doit être 1h20 ce que j'avais vu Ouais, 1h25. Ouais, donc c'est quand même assez dense si ça parle bien. C'est très très dense. Est-ce qu'on peut dire que c'est un babar qui finit le boulot ? Non, ça qui va au bout de son sujet. Non, alors pas du tout, au contraire. C'est beaucoup plus dark que Babar. D'accord, il y a des trucs dark dans Babar, hein, attention. Oui, c'est vrai. La mort de la mère de Babar, voilà. Mon traumatisme. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les grands héros, j'ai envie de dire. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui quelque part. Bon, du coup, on vous recommande évidemment la fameuse Invasion des ours en Sicile. Elle n'est pas infâme, contrairement aux humains de ce film. Très bien. La fameuse Invasion des ours en Sicile, c'est donc dans toutes les bonnes salles de cinéma. Cette semaine, j'ai envie de dire sur le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent sur le chat ? Babar, c'est Arche. Trop tôt, calme-toi tout de suite avec Babar, Karel. T'as pas le droit de spoiler Babar, Karel. Bon, ok, très bien. Je concentre tous les feux sur le chat cette semaine, c'est parfait. On va s'écouter du coup une première pause musicale, j'ai envie de dire. On reste entre nos amis les ours, on va s'écouter 2 Weeks de Grizzly Bear. A tout de suite.
De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Jonathan qui danse. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mais tu sais que t'es le premier à danser de cette saison. Personne n'a dansé en retour plateau. Il faut que tu veilles au respect. Je suis déçu des nouveaux. C'est parfait. Bah du coup, je ne cible personne. Les missions sont lancées. Là. Très bien. Toujours avec Océane, toujours avec Fabien, toujours avec Arnaud. Tout se passe bien. Très bien. Il fait chaud. Très bien. Bon, on a de l'eau heureusement. Les amis, j'ai envie de dire, qu'est-ce que nous dit le chat? Il a changé le générique de Babar. Oui, effectivement. Bon, du coup, j'ai envie de dire, c'est parti pour le grand sujet de la semaine. On va parler de Batman. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors, Jonathan, Batman, d'où est-ce qu'il nous sort ? De DC Comics, Detective Comics à la base au départ, donc créé par Bill Finger et Bob Kane. Les deux Bill Finger ayant été crédité un petit peu tard officiellement. Donc un détective connu sous le nom de Batman, au départ avec un tiret, puis Batman sans tiret, milliardaire le jour sous le nom de Bruce Wayne qui devient Batman la nuit, chose qu'on apprend tout de suite dès le premier comics, mais la plupart des choses qu'on connaît de nos jours sur Batman vont prendre un peu de temps pour se constituer. Je parle du Joker, de Robin, du fait que Batman n'utilise pas d'armes, ça c'est pas le cas au début, ça vient progressivement. Je crois qu'on a son origin story au bout de la première année, si j'ai ma mémoire est bonne. Donc c'est quelque chose qui au départ s'inspire beaucoup des justiciers masqués, des justiciers, donc des vigilantes un petit peu criminels, mais qui défendent la justice en dehors de la loi, comme The Shadow, comme plein d'autres influences. Voilà, il y a Zorro aussi évidemment qui est une influence. Donc jusqu'au milieu des années 40, ce sont beaucoup de récits de détectives. Effectivement un peu marqué par la guerre mondiale. Il y a bien sûr des références aux nazis, des références à la lutte comme ça, mais beaucoup moins que Superman ou Wonder Woman. Et après 1945, c'est la fin de la première ère l'âge d'or des super-héros, ce qu'on appelle souvent comme ça par convention. Ça devient plus dur, on a un univers beaucoup plus fantasque, on va avoir une Bat Family qui va se créer et des aventures dans le temps aussi assez intéressante, mais pas toujours très cohérente. Arnaud, hyper intéressant quand tu le relis, ça a très mal vieilli quand même, mais c'est vrai que c'est marrant de voir Batman aller sur des planètes, taper des extraterrestres et des robots géants, même si c'est pas trop l'image qu'on se fait de Batman aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut bien se rendre compte que Batman il est né en 39, c'est ça, et que du coup on va voir vraiment il va évoluer tout au long du XXe siècle pour prendre différentes incarnations. Pour le moment, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ses premières histoires, sur ses origines. Comme tu l'as dit, il y a une origin story qui va arriver très vite. Batman, c'est Bruce Wayne, mais Bruce Wayne, c'est qui ? Océane ? Alors Bruce Wayne, c'est le fils d'un milliardaire qui s'appelle Thomas Wayne. C'est également le fils de Martha Wayne, donc sa mère. Détail important, Martha, n'est-ce pas ? Et qui se font assassiner tous les deux dans une ruelle sombre après avoir été au cinéma ou au théâtre ou à l'opéra selon les versions. Et donc le petit Bruce est élevé par Alfred Pennyworth dans le manoir des Wayne, et il décide de devenir un justicier pour venger le crime en réaction, semblerait-il, au traumatisme que la mort de ses parents a créé. Donc à l'origine de Batman, c'est vraiment quelque chose de traumatisant, quelque chose qui est quelque part à milieu de ce qu'on pourrait avoir avec Superman, un héros très positif quelque part. Complètement. Même si Superman, il a quand même... Superman, il n'a pas perdu ses parents, mais il a perdu sa planète. Ouais, ses parents et sa planète. C'est plus loin de nous comme enjeu. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est Bill Finger du coup qui est le scénariste de cette origin story. Et en fait, à l'époque, au Golden Age, quand il y avait tous ces comics de super-héros qui démarraient, les super-héros étaient juste des super-héros parce qu'ils avaient des pouvoirs et que du coup ils agissaient pour faire le bien. Et c'est vraiment Bill Finger en créant cette histoire, en fait, en imaginant pourquoi un type serait, enfin quelle est la raison qui pousserait un mec à détruire sa vie personnelle en fait pour se costumer et aller taper des gens dans les rues tous les soirs. En fait, c'est vraiment en imaginant ce traumatisme là, c'est un peu l'origin story initiale qui après fait que en fait tous les super-héros que tu connais aujourd'hui maintenant, quand tu regardes leurs origines, ils ont tous un traumatisme, et c'est vraiment Bill Finger qui a apporté en premier ce genre d'histoire. C'était important d'ancrer du coup le personnage dans le réel avec ce type d'origin story. Ouais, et puis l'idée vraiment c'était d'avoir un personnage qui soit aux antipodes de Superman, qui était la superstar, mais donc National Comics, qui est devenu DC Comics ensuite, voulait vraiment créer un héros qui soit aussi bankable que Superman, mais qui soit différent, puisque à l'époque tout le monde faisait des copies en fait de Superman. Donc c'est vraiment, il y a donc un éditeur qui s'appelle Vince Sullivan qui allait voir Bob Kane, qui lui a dit je veux un super-héros qui soit comme Superman, enfin en termes de vente, mais différent. Bob Kane s'est trituré la tête, et puis il a rencontré Bill Finger en soirée, il lui a parlé de son projet, ils ont développé la chose entre eux, et c'est pour ça que voilà, c'est Bill Finger encore qui était le scénariste et le génie vraiment de la création. C'est lui qui a créé Gotham City, c'est lui qui a créé le commissaire Gordon, qui a créé énormément
énormément d'éléments de la mythologie de Batman. Il a travaillé très longtemps sur Batman. Ouais, pendant pas mal d'années, jusqu'à ce qu'en fait il en ait marre, puisque en fait il était pas reconnu, comme l'a dit Jonathan. C'est en 2015 en fait que Bill Finger était réellement reconnu comme le co-créateur de Batman officiellement. Très bien. Fabien ? Oui, je continue dans la lignée de ce que dit Arnaud, dans la mesure où il a créé aussi littéralement la touche finale du costume, vu qu'à la base Bob Kane avait créé un personnage en rouge et noir avec je crois juste une cape ou des ailes avec des ailes en fait, des petites ailes et un domino. Et un domino. Et c'est lui qui a dit non, tu devrais lui filer carrément un masque entier, le cowl comme ils appellent, et plutôt aller vers un motif de chauve-souris beaucoup plus prononcé. Et effectivement, je crois que c'est Batman v Superman qui était le premier film à le créditer comme co-créateur. Et juste avant, t'avais la série Gotham et t'avais des comics qui étaient parus en octobre 2015 du coup qui avaient mis sur le papier. C'est tardivement. Ce qu'on parle peu, c'est l'influence cinématographique du cinéma de l'époque sur le comics Batman, dans la mesure où Bob Kane et Bill Finger s'est inspiré d'un film qui s'appelait The Bat. The Bat Whispers, qui est un film muet avec un criminel qui s'appelait The Bat, donc justement qui terrorisait un manoir, et à la fin du film on devait découvrir qui était le coupable. Et déjà on avait des éléments qui allaient être constitutifs de Batman, comme un bat signal projeté sur un mur, le fait que ce tueur habillé en chauve-souris utilisait des grappins et des armes qu'on allait voir plus tard dans Batman. Et puis aussi il y a un autre film qui était important, qui est le film muet L'Homme qui rit, qui inspirera un certain méchant de l'univers Batman. On en viendra aux méchants juste après, mais effectivement, mais tu fais bien de mettre ça en place. Pourquoi une chauve-souris ? Ça pourrait être, comme certains ont aimé le dire, ça pourrait être une loutre. Pourquoi c'est une chauve-souris ? Dans le comics, même déjà dès qu'il y a l'origin story, c'est par rapport au fait que c'est censé être quelque chose qui inspire la peur, ou en tout cas qui effraie. Donc c'est vrai que l'histoire de peur qui est beaucoup utilisée dans Batman Begins, finalement, on revient aux origines de Batman. Et donc on peut dire que l'idée c'est de terroriser les terroristes quelque part. Oui, alors en tout cas de terroriser les criminels. Ouais. Océane. En plus, il faut savoir qu'à la base, Batman était censé s'appeler The Birdman. Oui. Et ce qui est rigolo quand on connaît la suite. Quand on connaît la suite. Quand on connaît effectivement la suite, mais on viendra au film après, une fois encore. Influence artistique aussi de Léonard de Vinci, puisque Bob Kane a toujours dit qu'il s'était influencé justement des machines volantes de Léonard de Vinci pour faire la cape de Batman et le motif de chauve-souris. Alors tu mentionnais les influences cinématographiques qui ont donné naissance aux méchants iconiques de la saga. On a l'homme qui rit pour le Joker, The Bat comme tu disais pour Batman. Là il m'en vient une en tête. Est-ce que la féline de Jack Turner aurait inspiré Catwoman ? Je sais pas, le Catwoman est écrit en quelle année, Arnaud ? La féline, ça date de 42. Alors j'ai pas la date exacte, mais c'était pas Selina Kyle en tant que telle, c'était juste une voleuse qui s'appelait The Cat, qui est revenue par la suite et dont on a développé ensuite l'histoire, mais au départ c'était juste une voleuse qui s'appelait The Cat. C'est dans les années 40 parce qu'il y a une bonne dizaine d'années où elle est utilisée, et à partir du moment où le Comics Code arrive, elle est mise à l'écart jusqu'aux années 60, fin des années 60. Et donc souvent quand on parle de Batman, effectivement il y a toute une galerie de méchants, limite un bestiaire. Enfin, les bêtes, on va venir après. Mais pourquoi dans cette série les méchants sont aussi iconiques ? Déjà, on peut peut-être commencer par les présenter. On a parlé du Joker, d'où il sort et à quoi sert-il dans l'imaginaire de Batman ? Pourquoi c'est son antagoniste principal ? Déjà, si je me souviens bien, le Joker il était introduit dans une histoire dans le premier Batman numéro 1, et en fait il utilisait des disques qui provoquaient des rires et qui faisaient rire à leur tour les victimes. Donc dès le début on le présentait comme un personnage qui alliait comédie et quelque chose de très très létal, donc une menace un petit peu ultime. Et donc c'était un personnage qui a été créé par encore une fois Jerry Robinson, si je me trompe bien. En fait, il y a un imbroglio parce qu'en fait c'est Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson, et en fait ils se partagent la création. Ils se la sont disputés aussi, sachant que Bob Kane disait qu'il l'avait créé avec Bill Finger et que Robinson disait qu'il l'avait créé avec Bill Finger. Donc l'élément liant c'est Bill Finger une fois de plus. Et que peut-on dire de plus sur Joker ? Sinon on passe à d'autres personnages. Il me semble que c'est un des premiers ennemis de Batman qu'il ne tue pas, voire même qu'il sauve à la toute fin de ses aventures. Non, justement en fait il voulait le tuer, et puis l'éditeur en question a compris très rapidement le potentiel du personnage, et il a fait rajouter une case de bande dessinée où on voit le Joker dans une ambulance pour pas qu'il meure. Qui était censé mourir dès sa première apparition en fait. Comme tous les méchants de Batman au début, parce que soit c'était lui qui les tuait, soit c'est eux qui mourraient accidentellement. Voilà, ce qui est intéressant, ça servira plus tard pour le lore, c'est que dans la première aventure de
Batman, premier détective comics où il apparaît, il balance un mec dans une cuve sûrement d'acide ou de produits chimiques. Bon, ce n'est pas le Joker, mais c'est un élément qui reviendra plus tard dans la mythologie du personnage du Joker. Il lui dit mais vous l'avez balancé. Oui, c'est tout ce qu'il méritait. Donc Batman avait une position un petit peu difficile dès le début, qui va s'adoucir avec l'apparition de Robin. Ouais, qui va s'adoucir et puis qui va peut-être revirer derrière, effectivement. Toujours tueur là-dessus. Tant qu'on en reste sur les méchants, Batman, c'est quand même des séries d'enquêtes, et il y a d'autres méchants qui servent cette logique d'enquête. On peut avoir évidemment Catwoman, la femme fatale, on peut avoir le Sphinx aussi, l'homme mystère qui va poser des énigmes, et Double Face qui est un avocat déchu. Est-ce que justement ces personnages servent à placer Batman sur un échiquier, comme tu le disais, peut-être sur un échiquier politique? Est-ce que dès le début il y a cette conscience de vouloir placer Batman comme un personnage ambigu au regard du droit? En fait, ce qui est intéressant dans les premiers comics, c'est qu'il y a une dimension occulte qui est très puissante. On a des personnages de surnaturel, on a des personnages de vampires, on a des personnages de moines qui vivent dans un château en Transylvanie. Donc il y a cette idée de faire des aventures ténébreuses qui petit à petit vont dériver vers des histoires, je pense, beaucoup plus urbaines, dans le sens policière. On va venir, je pense, dans quelque chose, dans le sillage de The Shadow, à revenir à quelque chose de beaucoup plus urbain. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse influence du cinéma fantastique et d'horreur avant de partir vers le polar pur, en fait. Jonathan? Arnaud? Non, mais moi je voulais rebondir sur ce que tu disais, pas forcément de le placer sur un échiquier politique par rapport à ses vilains, mais surtout de dépeindre sa personnalité. Parce que parmi ceux que tu as cités, en fait, tu vois très bien que le Sphinx, le Riddler, en fait, c'est juste la représentation de l'intellect supérieur de Bruce Wayne, mais donc en version méchante. Antagoniste, ouais. Dans le canoniste, pareil, le pingouin, c'est le côté milliardaire, c'est l'homme d'affaires de Gotham City qui lui aussi a plongé. Et le dernier Double Face, quelque part, c'est aussi une illustration juste de la double personnalité de Bruce Wayne versus Batman. C'est, en fait, chacun de ces vilains explore un aspect de la personnalité de Bruce Wayne qui est ultra intéressante à traiter. Est-ce qu'on peut dire du coup que ce sont des miroirs du personnage? Oui, clairement. Puis il y a un récit très célèbre maintenant de Grant Morrison qui s'appelle Arkham Asylum, dessiné par Dave McKean, où le message est quand même de te faire comprendre qu'en fait Batman est vraiment à sa place dans l'asile des fous, puisqu'il fait complètement partie en fait de cette galerie lui-même. Alors tu fais bien de mentionner l'asile, parce que dans beaucoup de séries de comics, on envoie les méchants en prison. Dans Batman, on les envoie à l'asile. Alors, il me semble que c'était pas forcément le cas dès le début. Non. Jonathan, si tu as la date. J'ai plus la date, mais je sais qu'il y a un moment charnière, je sais plus si c'est années 60 ou 70, là j'avoue. 70, 66, 76, nous dit Karl derrière la vitre. Il me semblait vitre. que c'était quand même assez tard. Effectivement, l'asile d'Arkham arrive parce que des personnages comme Hugo Strange arrivent tôt dans la série, mais le côté psychologique, psychotique, il s'impose progressivement, et puis effectivement comme tu disais, les méchants servent de contrepoint. Ça a été repris plus tard dans nombre d'adaptations. Et encore une fois, c'est une référence littéraire très forte, puisque Arkham est le lieu où se passent les histoires de Lovecraft, donc on est sur un terrain psychotique et de la folie absolument, on va dire, très très fort. Donc, c'était parfait pour donner le nom à cet asile aussi. Mais du coup, si les méchants de Batman sont des miroirs de Wayne et qu'ils symbolisent quelque part une sorte de folie, est-ce que ça veut dire que Wayne est quelque part fou lui aussi? Océane? Oui, je pense qu'il est fou, oui. Parce que dans sa quête de justice, il ne passe pas par les moyens légaux, déjà. Et puis chaque méchant fait ressortir en lui quelque chose, parfois de pas forcément très beau. C'est-à-dire que voilà, comme on disait tout à l'heure, il voulait tuer le Joker, il n'hésite pas à balancer des gens des immeubles. Ça me semble pas être le comportement de quelqu'un de très sain. Enfin, se déguiser en chauve-souris, c'est pas forcément trop... Voilà. Mais en fait, c'est même pas le fait de se déguiser en chauve-souris, parce que justement, si on veut inspirer la terreur, il y a quelque chose d'assez cohérent dans le discours. Après, il y a les actes aussi qui suivent, et c'est vrai que parfois, il franchit allègrement la ligne. Et justement, il y a peut-être un cas, évidemment, ce paradoxe-là permet justement d'avoir différents traitements du personnage au fil des décennies. Il y a peut-être un cas particulier où justement Batman est peut-être plus proche de la ligne jaune que chez les autres, c'est chez Frank Miller. Ça dépend. Ça dépend. Vas-y, il n'y a pas de problème. Ça dépend, mais je vais juste rebondir sur ce que disait, ce que disait Océane, c'est qu'il est quand même jusqu'au boutiste. Faut voir jusqu'où Batman est prêt à aller pour sa quête de justice, et c'est souvent aussi au détriment d'autres personnes. Il y a plein de gens qui en subissent les conséquences, lui-même aussi. Et puis, enfin...
Ouais, il est monomaniaque. Il est monomaniaque. Oui, et puis complètement parano aussi. Enfin, je veux dire. Puis, enfin... il a une obsession et il n'aura pas la paix tant qu'il n'aura pas accompli tout ce qu'il avait à faire. C'est ça. Et du coup, il est condamné. C'est un vrai fardeau. Il y a l'auteur actuel des comics Batman, Tom King, qui explore tout ça en fait sur un arc très très long en fait, où le but de son discours, c'est de dire si Bruce Wayne devient heureux et du coup trouve un autre but à sa vie, en fait, il peut plus être Batman. C'est terrible. C'est ce qu'on voit dans le Batman et le fantôme masqué en fait. Oui, aussi. Dont on parlera dans la deuxième moitié, effectivement, bien vu dans la deuxième partie de cette émission. Avez-vous quelque chose à ajouter sur les comics avant qu'on aborde justement les adaptations de la chauve-souris? Pour faire la transition, c'est vrai qu'ayant étudié ça par rapport à Spider-Man, autant les comics Spider-Man ont été très peu modifiés grâce au film, autant les comics Batman ont, notamment dans les années 60, été très influencés notamment par la première série animée. On a notamment un t-shirt très 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 classieux là-dessus. J'aime beaucoup. Mais voilà, le comics a été beaucoup plus inspiré. Et puis c'est ce que tu disais, il est beaucoup plus poreux sur les tendances actuelles. Et effectivement, dans les années 70, on va avoir un retour à quelque chose de bien différent. Dans les années 80, avec Miller, encore quelque chose de différent. La série animée, etc., va aussi introduire beaucoup de personnages ou d'histoires, de backstory dedans. Donc c'est vrai que on peut pas séparer le comics des adaptations. Et tu avais mentionné tout à l'heure, et on finira du coup cette partie sur ce personnage-là qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est Robin. Tu avais dit justement qu'il adoucit Batman, voire qu'il peut-être le complète. En fait, c'était aussi une période où il fallait inventer des sidekicks dans les comics. Ouais. Ce qui veut dire que dans les années 40, Seconde Guerre mondiale oblige, il fallait aussi inventer des personnages de petits jeunes qui véhiculaient le bon état d'esprit américain, un peu comme Captain America et Bucky. Oui. Donc du coup Robin arrive et du coup sert de référence à la jeunesse. Donc du coup c'est bien, si on peut pas s'identifier à Batman, on peut s'identifier à Robin qui collabore avec Batman. Et du coup, c'était de la lecture pour gamins, vraiment, les comics à l'époque. Puis après les sidekicks ont proliféré. Mais est-ce qu'il apporte pas aussi, je dirais, un côté Watson qui évite à Batman de parler tout seul avec des phylactères dans tous les sens? C'est sûr que d'avoir quelqu'un qui est forcément moins intelligent, qu'on attend moins pertinent que le personnage principal, ça fait un faire-valoir. Je fais une légère digression. Quand vous voyez la première adaptation cinéma de Batman, donc de 43, c'est Robin qui est le personnage d'action, c'est-à-dire qu'il doit toujours sauver Batman de situations dangereuses. C'est ça qui est intéressant. Donc on était vraiment, je pense que le focus d'identification c'est vraiment posé sur Robin dès le départ. Et puis quand le comic book Authority Code est arrivé, ça s'est renforcé de plus en plus. Très bien. Du coup, on a terminé sur j'ai envie de dire, il y a encore pas mal d'aspects des comics à traiter, mais l'heure tourne. Je propose qu'on écoute une deuxième pause musicale, Who's the Batman, chanté par Patrick Stump sur la bande son de Océane. Lego Batman Movie, que je défendrai jusqu'au bout de ma vie. Que tu défendras tout à l'heure. Aussi, oui. Mais il n'a pas besoin d'être défendu. De retour après cette pause musicale très animée, Océane est contente. Je suis très contente. Très bien. Évidemment, Lego Batman, c'est de l'animation, c'est assez récent, c'est sorti en 2016, mais il y a eu avant plein d'autres films de Batman, dont on va peut-être pas parler de tous les films. Je propose qu'on commence peut-être par l'animation. Je crois que Damien Hiller, notre bien-aimé Damien, l'irremplaçable Damien, nous a fait un bien bel édito qui synthétise à peu près plusieurs décennies d'animation. Je propose qu'on le regarde tout de suite. Notre héros chevalier noir squatte le petit écran depuis les années 60 et son célèbre générique devenu intemporel. Il partage la vedette avec Superman lors de l'émission Batman Superman Hour de CBS avec Robin. C'était moche et pauvrement animé, tout comme la série crossover des années 70, Le Plein de Super, qui a donné des moments de doublage anthologiques chez nous. Allô, y'a quelqu'un, allô? Il faudra attendre 1992 et le succès des films de Tim Burton pour que Bruce Timm lance l'adaptation que tout le monde connaît, Batman The Animated Series. Produite par les Américains, oui, mais surtout animée dans divers studios japonais, allant de TMS à Sunrise, ce qui fait de cette série un animé. Batman! Déso pas déso, c'est prouvé scientifiquement. Le générique que vous adorez tous est même réalisé par Kazuhide Tomonaga, le réalisateur de Lupin Partie 4, l'aventure italienne. Fini la rigolade et les voix de couillon, Batman revient à ses origines polars. Conçu pour les adultes mais vendu aux gosses qui, contrairement à ce que leurs parents veulent croire, n'ont jamais eu peur d'être malmenés. Nombreux découvriront le Chevalier de Gotham par ce biais. Batman The Animated Series est un énorme succès,
si bien qu'elle rafle l'Emmy du meilleur scénario pour une série télé d'animation en 1993. C'est ainsi qu'elle est renouvelée plusieurs fois avec un retour progressif vers la cible jeunesse, avant de disparaître après une 4e saison en 1997. La série aura tellement marqué les esprits qu'Harley Quinn, créée pour l'occasion, deviendra personnage récurrent de l'univers jusque dans le comics original. Autre exemple de l'importance du titre, Sunrise, le célèbre studio d'animation japonais derrière Gundam, s'en est largement inspiré pour The Big O, une série de mechas néo-noirs qu'on pourrait résumer en Batman avec des robots. On y retrouve des personnages identiques, Bruce, sa Batmobile, Robin, Alfred, et la construction épisodique rappelle sans doute possible la série de Tim. Vous êtes vraiment un ringard, Roger Smith. Ah, c'est ce que me disent toutes les femmes. Est-ce que cela signe la fin de carrière de Batman sur petit écran ? Bien sûr que non. Toujours piloté par Bruce Timm, Batman la relève déboule en 1999. Cette fois, Bruce Wayne range la cape et se retrouve derrière les écrans à guider un jeune Batman comme Alfred en son temps. Le costume échoit à Terry McGinnis, un gamin fougueux et un poil délinquant qui sera formé pour être le nouveau Chevalier Noir. L'univers, bien que toujours gothique, penche du côté cyberpunk dans une Gotham futuriste et dystopique. On pourrait croire que cette série proposant un Bruce Wayne vieux, sévère et aigri, montrant des facettes inexplorées du personnage, se déroulerait dans un univers parallèle. Mais en réalité, tout est canon, et le Gotham dépeint dans la série est le futur qu'attend les personnages des séries DC de l'époque, de Superman à la Justice League. La série donnera même lieu à un spin-off, le tristement oublié Projet Zeta, qui n'aura pas eu le succès escompté. Batman la relève est le dernier titre de la saga du Timmverse, et il faudra attendre 2004 pour que la chauve-souris revienne sur les écrans via Cartoon Network avec The Batman. Détachée du reste de la continuité et proposant un relooking complet des personnages, la série s'adresse à un public jeunesse en explorant les débuts de la carrière du justicier. 3 ans plus tard, c'est une autre série qui la remplace, Batman, l'Alliance des héros, proposant des aventures indépendantes, où Batman fait équipe avec un personnage différent à chaque fois. La dernière série en date, Prenez garde à Batman, fait même passer le Chevalier Noir au tout numérique pour un résultat discutable. Pendant ce temps, l'animation plus adulte continue en direct ou vidéo. Bruce Timm avait bluffé tout le monde avec le film Batman contre le fantôme masqué dès 1993, et depuis, de nombreuses productions lui ont emboîté le pas. En 2008, la même année que The Brave and the Bold, sort Batman Gotham Knight. Cet omnibus nippon, Animatrix de la chauve-souris, est réalisé par un studio différent pour chaque segment. De Madhouse à Production IG, en passant par 4C, ils ont tous proposé une lecture et une patte très variée d'un cours à l'autre. Et les Japonais n'en ont pas fini, puisqu'encore récemment sortait sur Netflix le particulièrement délirant Batman Ninja du studio Kamikaze Doga, responsable des openings de JoJo. Film fourre-tout, rendant autant hommage à l'univers de Batman qu'au tokusatsu, réimaginant l'affrontement entre le Chevalier Noir et ses adversaires les plus célèbres dans un Japon médiéval fantasmé, Batman Ninja est un bon gros délire niché qui fait frétiller l'otaku à grand renfort de ninjas, samouraïs et combats de robots géants. Quant aux frileux qui auraient peur de regarder de la Japanime, le Chevalier Noir a bien entendu continuer sa route dans le DC Animated Movie Universe aux côtés de ses potes de la Ligue. Suivant en grande partie les événements de New 52, la renaissance DC des comics amorcée en 2011, la part belle est faite au rassemblement. Mais Bat s'autorise toujours quelques épisodes en solo, dont le dernier en date, Batman Silence, est sorti cet été. Très uniformisé, le DC AMU n'est pas ce dont Warner peut être le plus fier, mais il y a quelques morceaux de bravoure de ci de là. Du plein de super à Lego Batman, le Chevalier Noir est passé par toutes les formes, tous les styles, des États-Unis au Japon, du sérieux à la parodie. Le plus grand des détectives n'a pas fini de nous surprendre. Mon piano, je hais les chauves-souris, mais elles sont mon moteur, je suis complet. De retour en plateau après cet édito fort complet, on applaudit Damien, on remercie également Pierre-Jean pour avoir fait la voix et Karl pour le montage. Alors je vois que Batman Ninja a galvanisé le plateau, mais on va peut-être d'abord parler de l'adaptation de Bruce Timm si vous voulez bien. Qu'est-ce qui justifie le succès quasi unanime de cette adaptation, Fabien ? Déjà, il faut dire que ça rentre directement dans le sillage des films de Tim Burton. Donc le public a de nouveau accepté, le grand public a de nouveau accepté une version sombre du personnage. Donc du coup, le film de Burton a configuré l'ère actuelle qu'on vit de Batman, même 30 ans plus tard. Et ce qui était assez hallucinant
moi je me souviens d'avoir vu donc le premier épisode quand il était passé sur Dakota Bunny en décembre 92. C'était assez hallucinant parce qu'on nous parachutait directement dans l'action, c'est-à-dire que Bruce Wayne était déjà direct contre Man-Bat. Oui, contre Man-Bat. Sauf qu'on avait des doutes dès le début, on ne savait pas si c'était Batman, c'était Man-Bat. Enfin, il y avait une gestion du suspense qui était assez hallucinante. Ce qui était assez fabuleux, c'est qu'on nous réintroduisait des personnages qu'on connaissait déjà, quelques personnages du grand public comme l'homme mystère, Mr. Freeze, Joker, etc. Mais avec déjà le design qui était à la fois extrêmement épuré et en même temps qui était complètement novateur. Ce qui était génial, c'est que vraiment la série ne pouvait pas s'appeler Bruce Wayne. Ça s'appelle vraiment Batman, c'est-à-dire que c'est vraiment une série sur Batman dans lequel Bruce Wayne est là, mais finalement Batman prend le relais très rapidement dans les histoires. Ce qui était relativement dingue, c'est que c'était calibré finalement sur le format précédent des adaptations de 20-25 minutes, 25 minutes ouais. Mais c'était déjà le format des animations Warner, donc ça rentrait dans une logique. On avait déjà les Tiny Toons et tout ça, et là vous voyez la même chose mais avec Batman, avec un graphisme totalement sérieux, avec un travail assez hallucinant fait sur les arrière-plans. Moi je me souviens, ce qui m'a fait halluciner, c'est de voir un ciel de nuit rouge pour Gotham City, donc il y avait quelque chose à la fois très épuré, très esthétique, mais qui pouvait aussi bien fonctionner sur les adultes que sur les enfants en fait, parce que c'était facilement reproductible au dessin. Et surtout, il y avait une intelligence dans le script qui était la capacité à nous emmener vers des histoires extrêmement sombres, mais sans forcément qui avait un côté légèrement perturbant, mais sans pour autant être plombant. Il y avait toujours l'émotion qui contrebalançait, on va dire, la violence de certaines histoires. Jonathan. Et puis si on veut faire une série épisodique, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est assez hallucinant de voir justement le nombre d'histoires intéressantes développées en 20-25 minutes. Donc sur le cas d'un épisode, il y a très peu il y en a quelques-uns, mais il y en a assez peu finalement d'épisodes en 2-3, il n'y a pas de grosse continuité, mis à part la saison 4. Donc c'est vrai que finalement on a quelque chose qui... Chaque épisode te donne une petite partie de la mythologie de Batman, et pièce par pièce t'arrives à quelque chose qui est très dense, qui est très où il y a de l'action, mais finalement tu peux avoir des fois c'est juste sur le personnage de Batman, c'est même pire que ça, des fois c'est pas Batman, c'est les personnages, comment ils vivent autour, comment ils le voient, c'est la perception de Batman. Voilà. En termes de série épisodique et de ce qu'ils appellent le world building, les Américains, c'est un chef-d'œuvre. Et on peut aussi dire que, comme tu le disais, cette série travaille la mythologie pièce par pièce, mais parfois la réécrit, notamment avec le personnage de Mr. Freeze, qui me semble a un nouveau background sur toute la série, mais également peut écrire des nouveaux éléments, comme l'a spécifié l'édito avec le personnage de Harley Quinn, qui aujourd'hui est l'un des personnages peut-être les plus populaires de la saga Batman. Effectivement, et c'est vrai que son apparition dans Dynamated Series, ça a été un tournant, je pense. Et en plus, on avait aussi un personnage féminin qui à la fois était proche du Joker, mais qui avait quand même ses spécificités à elle, et qui en plus a eu un background qui l'a rendue assez populaire auprès de beaucoup de jeunes filles, dont moi, parce que elle n'avait pas une vie simple avec le Joker, qui représente un thème extrêmement sombre aussi, adulte, les relations toxiques, la manière dont les hommes ont une emprise psychologique et physique sur les femmes. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle plaît autant. Jonathan pardon, Arnaud. Parce que j'étais en train de tiquer, c'est pour ça que je me disais. Non, j'avais acquiescé sur ce que disait Hossein sur les relations toxiques, parce que, mais c'est de façon générale, quand tu regardes Batman's Animated Series aujourd'hui avec ton regard d'adulte, tu t'aperçois qu'effectivement les thématiques sont très sérieuses et très matures pour un dessin animé pourtant. Mais du coup, vu qu'une adaptation est capable d'enrichir, avoir un impact sur l'œuvre initiale, avec notamment les comics, est-ce qu'on peut en dire la même chose avec le cinéma, avec les films ? Est-ce que, avec Burton, avec le Pingouin, avec Nolan par exemple, est-ce que ça a donné des nouveaux maîtres étalons pour le regard que porte le public sur les personnages iconiques de Batman ? Burton, oui. Burton, fatalement, parce que notamment sur le Joker, même si on en a vu beaucoup depuis, le Joker de Nicholson, il a quand même... je pense que c'est le premier pour beaucoup de gens qu'ils ont vu et qui retiennent. Et surtout, c'est un film, le Batman de 89 de Burton, qui a réinvesti finalement l'esthétique film noir des premiers comics, qui s'était dilué au fur et à mesure
Plus ou moins, parce qu'en fait, si tu veux, ça a quand même relancé une nouvelle Batmania qui a remis en fait Batman, si tu veux, vraiment dans les consciences collectives. Mais c'était déjà un phénomène que tu avais eu dans les années 60 avec la série Batman avec Adam West, même si on la regarde un peu de façon kitsch aujourd'hui, à l'époque c'était un vrai phénomène de société. De société. Et surtout, elle a sauvé les comics parce qu'en fait, les comics Batman ont failli s'arrêter. Et c'est grâce à cette série télé qu'en fait ils ont poursuivi. Mais si tu veux, le switch pour retourner vers des comics Batman sombres, c'était vers fin des années 60-70 avec Neil Adams, Denny O'Neil qui ont remis en fait le rôle de Batman en tant que détective dans des histoires un peu sombres. Donc je pense que forcément tu as eu une influence des films de Burton, je pense par rapport à l'image que tu as dans le grand public, mais le côté sombre de Batman était déjà revenu. Puis même quelques années plus tôt, justement, on parlait de Frank Miller avant, tu avais Batman Year One, Dark Knight Returns, donc on l'avait. C'est vrai que Burton, c'est je pense la première apparition grand public entre guillemets, dans ce sens-là, en dehors des États-Unis. C'est vrai que nous, la série des années 60, je pense qu'on y a été moins touché. Mais par contre, c'est vrai que tu parlais de Batmania, c'était effectivement ça. On voyait Batman et Robin partout, et c'était pas du tout la même conception du personnage que celle de Burton, ou même celle plus tard de Nolan, parce que Nolan s'est posé la question: comment est-ce que je fais en sorte que tout ça ait l'air de pouvoir être crédible dans notre monde? Et il a fallu notamment, tout à l'heure tu parlais de la peur, mais aussi de comment est-ce que Batman il peut justifier d'avoir ce costume, comment il peut justifier d'avoir ses gadgets, etc. Là du coup c'est une approche, bon après on n'a pas parlé de ceux de Schumacher, mais c'est vrai que mine de rien, on est revenu sur une approche plus sombre, alors que Schumacher voulait une approche justement plus festive, en tout cas plus fun, mais qui convenait pas, ou en tout cas convenait pas pour l'époque. Plus décadente aussi peut-être. C'est pas lui qui l'a voulu, c'est le studio qui lui a imposé. Parce que lui voulait faire Batman Year One, donc. Ah bon? D'accord. D'accord. Là, tu m'apprends. De toute façon, quand vous voyez la filmographie de Joel Schumacher, vous vous dites, ce mec-là peut faire le meilleur Batman sombre possible et imaginable. Quand vous voyez un film comme Chute libre, Falling Down, qui raconte l'histoire d'un mec lambda qui va péter un câble tout au long d'une journée jusqu'à devenir fou. Ah, ça me dit rien ça. Voilà. J'ai entendu ça avant. Voilà, et qu'il a fait des films procéduriers basés sur John Grisham. Il avait fait Génération perdue, donc un film de vampires, de jeunesse existentielle sur des vampires. On dit ce mec-là ne peut faire qu'un Batman sombre. On lui a dit non, tu feras un film moitié fun, moitié on s'intéresse sur Bruce Wayne, ce qui ne sera plus du tout le cas sur. C'est vrai, ce qui n'était pas le cas dans les Burton. Voilà, mais ce qui sera plus du tout le cas ensuite sur Batman et Robin, où là on fait carrément la pub de jouets de 2 heures. Quoi. Mais du coup, on voit quand même, j'ai compté, bon, évidemment, en maintenant en films principaux, une quinzaine d'adaptations au cinéma de Batman, avec peut-être quand même une bonne poignée de réalisateurs qui s'y sont frottés. Qu'est-ce qui justifie cette fascination régulière pour le personnage, et justement le fait que ce soit un personnage aussi cinématographique, aussi visuel? Je pense qu'il représente tellement de genres. Il peut aller dans le fantastique, il peut aller dans le policier, il peut aller dans le film de détective. Batman, c'est un univers qui peut se permettre d'aller dans tellement d'images différentes que on peut choisir une approche réaliste comme l'a fait Nolan, avec des personnages qui justement n'ont pas forcément de pouvoir, comme on peut se permettre un Burton où Catwoman a ses pouvoirs parce qu'elle chute et que des chats lèchent ses plaies. En fait, c'est ça qui est génial avec Batman, c'est qu'il a tellement de méchants et de backgrounds différents que chacun peut s'imaginer sa version. Je pense que chacun a sa version préférée de Batman. Est-ce que c'est la version réaliste de Nolan? Est-ce que c'est la version un petit peu foirefouille de Schumacher? Ou est-ce que c'est la version gothique de Burton? Et je pense que ça dépend aussi vachement avec quelle version on a grandi. Moi, par exemple, j'ai grandi avec Bruce Timm, et forcément, c'est cette approche-là qui me parle le plus. Et c'est la prolongation même en fait de juste ce qui s'est fait dans les comics pendant 80 ans. Et parce c'est ça, que en fait, c'est un héros qui est protéiforme mais qui effectivement s'adapte à tout style d'histoire. Mais si tu regardes aussi juste sur le style graphique, le Batman de Jim Aparo, c'est pas le Batman de Neil Adams, c'est pas le Batman de Kelly Johnson, c'est pas le Batman sur lui de avant. Frank Miller. Non, c'est très bien. Jonathan? Non, c'était ça. Ok. Est-ce qu'on mentionne quand même Burton, on mentionne Nolan, on mentionne différents runs. Tu mentionnais la veine gothique de Burton. C'est peut-être ce qui le distingue le plus, sa démarche d'adaptation. Oui, après j'ai envie de dire que chaque approche ressemble, sauf pour Schumacher, ressemble à ce que fait son réalisateur. Je trouve que Burton, justement, il insuffle ces thématiques des freaks qui sont en marge de la société, qui n'arrivent pas à être tolérés par les autres, qui doivent se conformer à un moule, justement pour espérer faire partie des gens normaux, entre guillemets. Je trouve que les films de Burton questionnent davantage la normalité et ce que la société attend de chacun.
Jonathan ? Et puis même pour ceux de Snyder, pour quand même en parler un petit peu. Nolan au milieu quand même avant Snyder, si on veut faire chronologiquement. Nolan puis Snyder, mais c'est vrai que Snyder, lui, c'était se repencher sur tout. Alors, il y a une certaine importance pour Watchmen, mais aussi pour tout, justement, les comics comme Dark Knight Returns, c'est pour essayer de rendre ça au cinéma, ce côté super-héros qui soit pas caricatural, mais qui justement se veuille quelque chose de très sombre, de très torturé, encore plus qu'avant sur le côté torturé psychologiquement. Après, à voir comment l'exécution finale, ce que ça a pu donner, mais je pense que c'était ça l'intention au départ. Et Nolan, on a mentionné le réalisme, est-ce qu'on peut réduire ça à sa volonté de réalisme, ou est-ce qu'il y a une autre chose, un angle, une vision que Nolan aurait voulu donner au personnage ? Fabien ? En fait, ce qui est intéressant avec Nolan, ce qui n'était pas du tout la perception de Burton, c'était que Nolan entrait dans le siège, lui, du Superman de Richard Donner. Donc, où il fallait mettre en avant non pas la notion de réalisme, mais de vraisemblance. C'est-à-dire que tout devait sembler fonctionner. C'est-à-dire que ce qui n'était pas du tout le but de Burton, tout était déjà acquis, les gadgets, les voitures. De toute façon, le focus de Burton, c'était les monstres, effectivement, la réflexion sur la normalité. Alors que chez Nolan, la porte d'entrée, c'est vraiment Bruce Wayne et son parcours à lui. Donc, à partir du moment, tout ce que lui va vivre sur son chemin, aussi bien les individus qu'il va croiser, que ce soit les bons ou les mauvais, tout doit être acceptable selon son point de vue à lui. Et finalement, tous les gadgets, le Tumblr et tout ça, tout doit être acceptable vis-à-vis du public si lui l'accepte en fait. Donc c'est pour ça que l'Odyssée humaine chez Nolan, elle doit vraiment être déclinée sur 3 films. C'est un parcours de vie en fait. C'est vraiment son point de vue à lui. Même le point de vue de Thomas Wayne, c'est le point de vue d'un fils qui perd son père. Donc à partir de là, ça va déclencher tout son système de valeurs, son parcours personnel, tuer, ne pas tuer, ce genre de choses. Et aussi quelles sont les limites à se fixer dans sa mission. Et le rôle des pères aussi qui est important dans sa formation, qui va toujours rechercher, que ce soit Alfred ou Gordon. D'où l'importance qu'il donne à des personnages plus ancrés dans le réel comme Gordon ou même Lucius Fox, qui est peut-être monsieur son Q, quelque part, le mec qui fait ses gadgets. Et pareil qu'un personnage qui était là dans le comics, mais qui n'avait pas forcément l'aura que Nolan allait lui donner et l'importance frontale qu'il allait lui donner. Comme quoi, encore une fois, chaque réalisateur va chercher dans le comics des choses qu'il va mettre en avant et mettre de côté. Enfin, c'est vraiment aléatoire selon les versions. Arnaud ? Ce qui est marrant, c'est qu'on a vu avant, quand on parlait des comics, justement, que l'importance du fantastique, de l'influence de l'horreur, tout ça était très importante dans Batman en tant que personnage et en tant que bande dessinée. Et en fait, quand tu regardes les films de Nolan avec cette approche hyper réaliste et hyper crédible, enfin vraisemblable, ça boite des films qui sont considérés très bons par la plupart des gens. C'est peut-être au final une des adaptations les moins fidèles de Batman, et que quelque part les films de Schumacher sont vachement plus fidèles à l'esprit de la BD que n'était Nolan. Et selon une période spécifique du comics, quoi. On se croirait vraiment durant le Silver Age, enfin en tout cas chez Schumacher, c'est vraiment du Silver Age à fond. C'est Silver Age et Batman 66 all over again. Océane, puis Jonathan. Oui, et en plus Nolan a dit que l'une de ses inspirations pour ses films Batman, c'était quand même un long Halloween, et qu'il voulait mettre en place une sorte de triumvirat avec Batman d'un côté, la police et la justice. Comment les 3 fonctionnent ensemble. Et c'est une vision assez intéressante, puisqu'en plus c'était un des premiers blockbusters. Donc c'était pas le premier, il y avait déjà vu de Tony Scott, mais un des premiers blockbusters évidemment à parler de l'Amérique post-11 septembre. Comment elle réagit après des attentats, après être attaquée en son cœur même. Surtout pas quelqu'un comme le Joker, qui est en plus un anarchiste, donc qui n'a pas d'agenda a priori, qui se veut apolitique. Donc c'était ça aussi à mon avis qui tentait d'interroger, c'est comment l'Amérique se remet d'un tel traumatisme, surtout qu'en plus lui il est anglais, et l'une de ses références aussi pour The Dark Knight Rises, c'est les écrits de Dickens, notamment A Tale of Two Cities. Et c'est vrai que ça s'en ressent, et ce sont carrément des phrases du bouquin que le commissaire Gordon lit à la fin lorsqu'il pense enterrer Bruce Wayne. Puis c'est aussi ce qui justifie le traitement de double face, par exemple, ce chevalier blanc qui croit dans la justice, dans le droit, et qui va chuter pour des raisons que je ne vais pas dévoiler si vous n'avez pas vu le film, mais qui va justement devenir double face, et toute une réécriture un peu du personnage, peut-être pas réécriture, mais une réinterprétation du personnage de double face à l'aune de ce prisme idéologique-là. C'est une des plus grandes phrases de la trilogie de Nolan, c'est on meurt en héros, on vit assez longtemps pour devenir le méchant. Et oui, c'est peut-être ça finalement ce qu'il faut retenir, malgré un 3e film un peu plus fragile pour les raisons, la disparition de Heath Ledger qui n'était pas forcément au programme. Prévu, Jonathan, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est vrai que Batman, on a eu tellement d'adaptations dessus, les comics ont tellement changé que définir le vrai Batman ou le Batman des comics, ça a plus vraiment de sens. Donc même quand on voit Lego Batman en 2017, qui est quelque chose de beaucoup plus décomplexé finalement, il reprend des choses du comics, y compris sur la
nature, enfin des liens entre le Batman et le Joker finalement en faisant quelque chose de très différent par rapport au film précédent. Donc on s'y perdrait à vouloir chercher le Batman. Arnaud, pardon. Non, je veux dire que Lego Batman, ça reste quand même le film le plus fidèle qui soit sorti. Complètement. En plus, c'est méta-fidèle, quoi. C'est tellement référencé que c'est méta-fidèle. Mais alors justement, malgré le fait qu'on ait Sauron et Voldemort chez Batman, voilà, est-ce qu'on peut quand même, il y a pas mal de gens qui disent que c'est une trahison, que c'est une farce ou que c'est du fanservice gratuit. Est-ce que finalement c'est pas l'une des plus belles synthèses sur Batman qu'on puisse trouver au cinéma? Mais oui, Arnaud d'abord puis Océane. Non, parce que ça a tout compris sur le personnage, sur sa psychologie, son rapport à la solitude, son rapport à sa famille, son rapport au Joker aussi, enfin voilà, qui est une autre partie de lui-même. Ça a tout compris sur l'histoire de Batman en tant que personnage de pop culture, parce que ça revient effectivement sur toutes les précédentes aventures qu'il y a eu. C'est très riche aussi parce que le support Lego permet de faire énormément de créations, donc sur les véhicules, les gadgets, les univers. Je sais pas, c'est un melting pot de tout ce qui fait la richesse de cet univers, parce que si le personnage est aussi connu, c'est parce que c'est un des personnages les plus riches, les plus malléables, et je pense que le film l'a complètement compris, à la fois avec humour et en même temps avec référence et avec une certaine intelligence, donc c'est parfait. C'est tout. Océane. C'est surtout que c'est un film qui assume tout ce qui s'est fait sur Batman, parce qu'on a le moment où ils disent ah bah oui, ça on a fait ça aussi. Il y a également le sous-texte avec Robin qui est très intéressant sur la paternité. Je trouve le casting vocal absolument incroyable. Michael Cera en Robin, pour moi c'est le meilleur Robin qu'on ait vu, clairement. Et on va parler un petit peu, mais c'est vrai que le Joker de Zach Galifianakis a justement cette relation très intéressante avec Batman, mais qui résume aussi à peu près l'essence de tout héros qui est confronté à sa némésis. Comment est-ce qu'un héros peut vivre sans super-héros? Et c'est ça que le film questionne avec un affect, puisque au final le Joker s'attache à être l'ennemi de Batman. Donc il est quand même fou parce qu'il s'attache à vouloir aimer son ennemi, et pourtant au final ça reste quand même une relation extrêmement à la fois saine et complètement bizarre. Et c'est ça que j'aime autant avec ce film, c'est qu'à la fois c'est un film pour enfants, mais qui en même temps te dit si t'as été adulte, regarde avec quoi t'as grandi et regarde ce qu'on peut aujourd'hui en dire. Effectivement, et je pose les pions pour ce dont on va parler après la pause. Vous me voyez venir des kilomètres, mais le film effectivement, non tu me vois pas du tout Arnaud, pas du tout. Mais effectivement le film a peut-être l'intelligence de traiter le Joker comme on l'a vu chez Tim Burton avec le côté cyclique qui est traité sous l'angle filial. Batman n'existe pas sans le Joker et vice versa. Nolan le fait sous un plan idéologique avec l'ordre et le chaos. Si l'ordre a pour seule vocation d'être un rempart contre le chaos, il a besoin du chaos pour exister et vice versa. Et là dans ce film là on a carrément c'est traité sous un angle très affectif et finalement beaucoup plus intime et charnel que... C'est très émouvant. C'est une des particularités aussi des films Lego Movie, c'est qu'à la fin on se rend compte que le méchant, peut-être qu'il est pas si méchant que ça, peut-être qu'en fait il a besoin du gentil pour être ce qu'il est. Et à la fin on se rend compte qu'en fait c'est un statu quo, parce que le Joker va continuer à être méchant, mais il va être méchant en étant heureux de l'être avec Batman, puisqu'ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait cette relation entre eux. C'est ça qui rend un peu de Steven Universe dans Batman, c'est magnifique. Donc on va se quitter pour cette partie-là. On va s'écouter une pause musicale. Océane, j'ai une nouvelle fois pensé à toi pour cette pause. Merci. Est-ce que tu peux l'introduire s'il te plaît? Il s'agit de la Bad Dance de Prince. Mon Dieu, à tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. Avant de passer à la critique de Joker, Jonathan, Océane, tu te justifies de cette pause? Ah oui, complètement. C'est très bien. Ah oui, j'assume. C'est très très bien. C'est génial. C'est très très bien, ok. Jonathan, on te retrouve pour ta première critique de la saison. C'est ça. Pour parler d'un petit film qui monte malgré le silence des médias, à savoir Joker. Est-ce qu'on peut lancer le jingle critique, s'il vous plaît? Mais c'est de la merde! Alors, que Batman vient de fêter ses 80 ans, c'est son meilleur ennemi qui se retrouve cette semaine sous les projecteurs, sorti mercredi dernier en France, réalisé par Todd Phillips, qui avait déjà officié sur les Very Bad Trip, Lion d'Or à la Mostra de Venise en plus. Bon, est-ce que ce Joker est looking cool, mon petit Jonathan? Alors, bon, déjà, il faut bien préciser que c'est le premier film centré sur Joker, c'est pas la première interprétation du personnage au cinéma, il y en a eu 6 au total. Ouais. Une d'elles ayant même remporté un Oscar avec Heath Ledger. Donc, d'où la nécessité pour Todd Phillips et Joaquin Phoenix de se démarquer, notamment en proposant une origin story qui nous fait suivre Arthur Fleck, un trentenaire aspirant humoriste qui vit chez sa mère malade dont il s'occupe comme il peut. Il a une affliction rare qui le fait hurler de rire quand il est stressé et il gagne péniblement sa vie comme clown dans le Gotham City du début des années 80, une période chère au cœur du réalisateur qui n'hésite pas à citer
clairement les films de cette époque comme ses références, en particulier Taxi Driver et King of Comedy de Martin Scorsese sont même des inspirations assez directes puisqu'il y picore une partie de sa structure narrative ou plusieurs traits de personnages. On suit ainsi un loser qui a une addiction au tabac, une tendance à stalker les femmes qui lui plaisent et la sale manie de fantasmer une partie de sa vie en plus d'avoir des tendances suicidaires, et c'est difficile pour Arthur de garder ces quelques vestiges de santé mentale lorsque la ville de Gotham, qui est déjà secouée par les grèves, les émeutes et même la prolifération des rats, s'enfonce progressivement dans le chaos et dans une opposition entre les marginalisés et les plus riches. Moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est corrosif tout en évitant le fanservice à outrance de l'univers Batman. Il y a même plus de fanservice, en tout cas directement pour les fans de Scorsese que de Batman, et ce n'est pas la seule chose qui sépare Joker de la majorité des films de super-héros. Alors justement, il y a de nombreuses critiques, positives, négatives, qui semblent s'accorder sur la prestation impressionnante de Joaquin Phoenix et notamment la réussite technique du film, notamment sa photographie. Est-ce qu'on ne tiendrait pas là le premier film adapté d'un comics qui aurait de sérieuses chances de décrocher l'Oscar du meilleur film? C'est possible, mais peut-être pas pour Oscar du meilleur film plutôt que... Donc, il faut savoir que Joker, c'est effectivement beaucoup de choses des films Oscar bait, ou pas Oscar, mais pas tant pour meilleur film que pour meilleur acteur. On trouve dans ce Joker toutes les caractéristiques du métrage qui est fait pour donner la statuette à son protagoniste. Non seulement Arthur Fleck est présent dans toutes les scènes ou presque, mais le personnage est crucial pour l'établissement de l'ambiance du film. La très bonne musique, alors je m'excuse si je prononce mal son nom, d'Ildur Guðnadóttir, voilà, dont les violons grinçants et mélancoliques font bien comprendre que Joker c'est pas là pour être fun mais pour une ambiance très grinçante, et cette musique jouée sur le plateau aurait inspiré Phoenix pour ses danses hypnotiques qui rythment la transformation du personnage. Vous rajoutez à ça de nombreux plans longs sur le visage d'Arthur, sur ses mimiques, la manière dont son fou rire des fois semble tellement lui faire mal que ça le fait plus souffrir que rire, un cadrage qui met en lumière sa très grosse addiction au tabac et notamment un plan séquence dans un club qui montre sa nervosité mais aussi son incapacité à voir la réalité telle qu'elle est, ce qui lui revient plus tard dans la figure, et vous obtenez une prestation qui mérite bien le qualificatif d'impressionnant. Mais plus que ça, c'est dans sa nature même que Joker se démarque, puisque c'est pas un film d'action, une aventure comme 99% des films DC ou Marvel. Ça, il faut le savoir, notamment pour les jeunes spectateurs qui voudraient de l'action ou des sensations fortes. C'est un drame au sens hollywoodien du terme, un récit de transformation classique d'un personnage paumé qui devient progressivement un psychopathe. Ce qui explique que de nombreux adeptes d'action vont se sentir déçus, et le film d'ailleurs possède plusieurs moments de malaise, de grincement de dents délibérés, qui ont pour but de susciter des émotions contradictoires chez le spectateur. Mais alors du coup, chef-d'œuvre, ou est-ce que c'est le pétard Joker est-il mouillé? En ce qui me concerne, moi j'ai bien aimé le film, j'avoue qu'il me gagne un peu plus chaque jour quand je me rends compte d'être passé à côté d'un petit détail. Chef-d'œuvre, c'est peut-être un peu exagéré, c'est parfois un peu trop... Bien qu'il essaie d'être empathique, le film, envers son personnage principal, il se garde bien néanmoins d'en faire un gentil, on montre bien quand même que c'est un méchant, un individu pitoyable, mais le film n'est pas dénué de symbolisme, sur les couleurs, notamment le jaune. Le seul symbolisme des marches, regardez notamment là ce qui se passe au tout début quand il monte des marches pour rejoindre un petit peu sa vie familiale qui lui sert un peu de boulet, et à chaque fois qu'il descend des marches il se libère progressivement des normes sociales, du vernis de normalité qu'il arborait, et sans compter les références à Scorsese, notamment alors peut-être sur la critique des médias aussi, jusqu'au tout dernier plan du film sans rien spoiler. C'est vrai que, alors petite anecdote, il y avait des élèves qui ont vu le film dans la même séance que moi, des élèves à moi, à qui donc après coup j'ai un peu demandé leur avis. Ils avaient 13 ans, ils ont globalement tous détesté, à part un, le plus positif, qui s'est contenté de dire c'est particulier. Finalement, c'est peut-être un bon résumé de l'expérience Joker, parce que pour qui n'est pas habitué à ce genre de récit grinçant, très cynique, ça risque de faire bizarre. En plus, il faut accepter une intrigue où le personnage, finalement, il est proactif que dans le dernier acte, dans la dernière demi-heure, celle où il se révèle le Joker tant attendu, peut paraître assez court après 1h30, finalement, de film parfois difficile à regarder. En tout cas, le pari de proposer une interprétation nouvelle s'est relevé dans un bel écrin parfois glaçant qui pourrait bien vous hanter encore après la séance plusieurs jours. Cela dit, à force d'avoir tellement entendu parler de Joker, je crois qu'il ne vous reste plus à vous et moi qu'une seule chose à faire: jouer à Persona 5. Ah, tu forces, hein. Encore plus que moi, c'est incroyable. Merci beaucoup pour cette critique. Arnaud, Fabien, votre avis sur le film? Arnaud? Je vais pas l'étayer un truc, mais je vais faire de l'auto-promo du coup, juste pour dire que sur Comics Blog on a enregistré un podcast de plus de 2 heures sur le film, donc pour détailler cet avis. Mais moi voilà, là je vois des images qui passent dans le fond, ça me rappelle juste que j'ai vraiment apprécié ça en tant qu'objet artistique, puisque la photographie, parce que Joaquin Phoenix c'est incroyable, Robert De Niro aussi, on le mentionne pas assez, je trouve qu'il est vraiment génial là-dedans. Un très bon film, et qui montre que DC, je pense en fait, surtout par rapport à Warner Bros, a compris que la course à l'univers partagé à tout prix, c'était pas forcément la bonne chose à faire, et ça fait du bien de voir
un gros studio comprendre en fait qu'il n'y a pas une seule façon de faire une adaptation de comics, que les comics sont multiples, il n'y a pas un seul genre de comic book, donc c'est pareil pour les films, et j'espère que ça va inciter la concurrence à aussi à faire de même et qu'on ait un cinéma plus diversifié, même si parfois le résultat peut être corrosif et pas forcément le plus apprécié, mais il faut diversifier le cinéma de super-héros. Fabien puis Océane. Alors moi j'ai envie de dire à Todd Phillips, pas waouh, mais merci, parce que vraiment la proposition en elle-même elle est forte, surtout qu'elle est tout à fait cohérente dans la carrière de ce cinéaste-là qui a commencé par de la grosse comédie pour petit à petit de plus en plus épurer ses gags au fur et à mesure de ses films, et le fait qu'il en arrive à faire ce film sur un mec qui essaie de faire rire les gens mais qui n'y arrive pas, c'est tout à fait cohérent quand on voit tous les films qu'il a fait juste avant. Et je suis très aussi content de la photographie de Monsieur Laurent Cher qui m'avait fait quand même une photographie très dégueulasse sur le dernier Godzilla, et du coup là je trouve qu'il a envoyé le paquet sur le Joker, pardon, petite vengeance personnelle. Donc du coup je trouve qu'il a fait un très beau boulot esthétique, et je trouve que il a ressuscité Todd Phillips. Bon, bien sûr, on a parlé des films de Scorsese, mais tous ces films d'exploitation qui se passent à New York à la fin des années 70, début des années 80, je pense à des films comme Maniac, qui étaient des films quand même qui vous plongeaient littéralement dans l'intimité d'une personne qui avait une instabilité mentale assez prononcée. Et je trouve que c'est quand même gonflé aujourd'hui qu'un film de studio hollywoodien nous donne ça dans le cadre justement d'une adaptation de comics. Et comme l'a dit Arnaud, le film de comic books n'est pas uniforme. Il faut d'autres propositions, aborder d'autres genres, parce que c'est tout ce que nous offre ce support littéraire là à la base. Donc pourquoi pas faire ensuite un futur film sur Gordon, mais façon polar, qui raconterait sa vie dans une autre ville. Enfin, je pense que c'est un film qui offre des possibilités tellement infinies pour ce que ça peut offrir par la suite, qu'il faut le chérir fondamentalement. Et en soi, effectivement, même si les références sont assez prononcées à l'univers scorsésien et d'autres, des fois il y a un petit peu de maniérisme, les ralentis, toujours un petit peu dramatique et tout ça, et peut-être un raccrochage de wagon par rapport un certain patriarche connu de Gotham City. Je trouve quand même que c'est quand même une proposition très précieuse, et que c'est un film qui reste vraiment en tête encore plusieurs jours après l'avoir vu. Et rien que pour ça montre qu'il a fait le boulot, quoi. Mais vraiment, c'est une chance de l'avoir, ce film. Océane ? Je suis d'accord que c'est une chance d'avoir ce film. C'est vrai que c'est bien d'avoir un film qui sort des sentiers battus en matière de super-héros, parce qu'on a besoin d'autant de films de super-héros qu'il existe de super-héros, mais dans des genres très différents. Donc c'est pour ça que j'ai aussi un peu hâte de voir Harley Quinn justement l'an prochain. Sur le film, en fait, j'ai beaucoup aimé le premier acte, où on suit vraiment Arthur Fleck au quotidien avec ses démons. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très mélancolique, très beau. En fait, à partir du moment où le film s'éloigne plus de lui et qu'on parle plus de Gotham City et de ce qui se passe avec la guerre entre le 1%, on l'appelait comme ça, le 1%, et le peuple, j'ai trouvé que le film politiquement devenait assez incohérent, qu'il assumait pas de prendre position. Et il y a une scène où Joker dit mon combat n'est pas politique, et en fait j'ai l'impression que le film ne se veut pas politique alors qu'il l'est malgré tout. Le fait qu'il ne l'assume pas, moi ça me gêne un peu, parce qu'en soi j'aurais pas vu où était le problème en fait. C'est très bien qu'on ait des films qui montrent que le 1% par rapport aux marginalisés, il y a des inégalités qui se créent, et le film le montre très bien, avec notamment la coupure des programmes d'aide aux personnes atteintes de maladies mentales. C'est un thème super intéressant, et j'ai l'impression qu'en fait beaucoup de thèmes politiques se noient, et que Todd Phillips disait que son film non, moi il n'y a rien de politique. Le problème c'est que si, forcément c'est politique. Et en fait je pense que j'aurais plus aimé le film s'il assumait sa charge politique, parce que c'est pas un gros mot de dire qu'un film est politique. Et pour moi en fait le film manque de courage, il manque pas d'audace, parce que c'est vrai que Joaquin Phoenix est extraordinaire, la musique, la photo, c'est top, mais pour moi ça manque encore de courage et pour assumer. Et juste une petite parenthèse, mais je trouve que le traitement des femmes dans ce film n'est pas au top. Je m'attendais à mieux, surtout avec la mère d'Arthur Fleck. Grosse déception, et Zazie Beetz, n'en parlons pas. Arnaud, puis Jonathan. Après, j'ai envie de te dire que le traitement des personnages autres que Joker, en fait, de toute façon, reste très, très. De Niro s'en sort très bien quand même. Sauf De Niro, peut-être, ouais, c'est vrai. Oui, je veux juste dire, non, parce qu'on mentionnait beaucoup Scorsese et tout ça, faut juste quand même rappeler pour nos auditeurs que c'est quand même un film qui s'inspire énormément d'un ouvrage d'Alan Moore qui s'appelle The Killing Joke, notamment pour le côté une journée qui vrille parce que j'ai passé une mauvaise journée, et pour le côté comédien raté. Et en fait, il y a aussi même, et ça on l'a dit dans le podcast qu'on a fait sur Comics Blog, c'est que t'as aussi énormément
énormément de la caractérisation de ce Joker qui nous vient de Rorschach. En fait, il y a énormément d'éléments. En fait, t'as du Alan Moore dans le texte à peu près dans tout le film. Donc c'est juste pour rappeler que ce que certains ont voulu dire que quand les films dérivés de comics en fait essayent d'être entre guillemets de vrais films. En fait, ils essaient de se travestir en copie d'autres productions. Et donc là, on prend notamment le cas de Taxi Driver ou de King of Comedy. Non, Joker, ça reste un film de comics parce que vraiment la substance, enfin l'essence de ce qui fait ce personnage, comment il est écrit dans ce film-là, ça vient d'une BD qui a été écrite bien avant que Scorsese fasse ses films. Jonathan, avant de donner la parole au chat. Dernière petite chose, c'est vrai que tu parlais de ça et notamment de l'asile d'Arkham. C'est vrai qu'on voit l'hôpital psychiatrique, mais on le voit comme on l'a jamais vu avant. Et c'est vrai que finalement, c'est un hôpital psychiatrique, un institut qui a l'air finalement assez lambda et ça aurait pu d'ailleurs être un piège d'essayer de montrer un peu tous les autres habitants, de montrer un peu les ennemis de Batman. Ils sont pas tombés dedans et c'est vrai que là aussi sur montrer le côté affliction mentale, il y a aussi pas mal de choses dessus, mais comme tu le disais, c'est vrai que Nicholson s'en sort un petit peu mieux parce que c'est De Niro, s'en sort un petit peu mieux parce qu'effectivement, il reprend un personnage qui était opposé à lui dans King of Comedy. Mais sinon, c'est vrai qu'il est vraiment dans quasiment tous les plans de le Joker du film. Donc c'est vrai que difficile de sortir de lui. Alors sur le chat, on a des réactions assez contrastées. Donc on a Gosei Yu Joken qui nous dit que c'est un chef-d'œuvre absolu, Kamiyoshi qui nous dit que c'est un bon film mais pas chef-d'œuvre, Thunder Geek, le film est creux, ne raconte rien, la musique est très moyenne, l'acting de Phoenix n'est pas son meilleur et surtout le film est inoffensif et son cynisme rend le tout trop lourd. Donc évidemment, je vous épargne toute le mur de discussion qui s'ensuit. Donc venez sur le chat si jamais les prochaines semaines pour y participer. Galaxis quand même qui rappelle, espérons que le projet de label DC Dark de Todd Phillips soit officialisé par Warner. L'étude de personnages est la meilleure manière de traiter les persos d'ici. Est-ce que il nous offre une parfaite transition pour remettre dans le contexte du DCU aujourd'hui où en est l'univers DC au cinéma. Arnaud? Alors juste le DCU, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Désamorçons ça d'abord. C'est une appellation qui a été menée par les médias ricains à l'époque où justement en fait on voulait juste un sigle pour nommer l'univers qui était en train de bâtir Warner Bros avec Man of Steel contre Marvel et en fait Warner Bros n'a jamais utilisé cette appellation. Ils étaient très contents que tous les médias, que tous les fans le fassent, mais donc le DCU en tant que tel ça n'existe pas. Voilà. Très bien. Et par rapport au DC Dark, en fait, moi je veux bien que Warner développe la chose, mais en fait, on voudrait créer ce label DC Black par opposition à ce qui est la continuité générale. Mais quand tu vois les plans de Warner à l'heure actuelle, t'as pas l'impression qu'il y a vraiment une vraie continuité générale. Donc en fait, c'est juste qu'ils vont faire des films, tout simplement, sans forcément se soucier d'un agenda ou d'un calendrier et de tout faire tenir. Ce qui est très bien. Oui, Ils vont plonger un orteil dans l'eau, ils vont voir si la température est chaude ou non, et si elle est chaude, ils vont aller s'y baigner et proposer un film. Ici, ils voient que j'ai l'impression qu'ils avancent encore à tâtons. Et je sais même pas si le succès du Joker pourra leur donner une meilleure ligne directrice. Je pense que je pense pas. J'espère pas que pour eux que ça va être une anomalie, parce qu'on veut des films de qualité qui osent quand même dire des trucs, qui sont des propositions qui sortent des sentiers battus. Mais est-ce que ça va vraiment changer les choses pour le meilleur? Faut pas qu'un film pour changer les choses comme ça. Non, mais ce qui est horrible, c'est que c'est le rapport budget box-office qui va décider de ça en fait. Toujours. Hein. Pour l'instant, moi j'ai 70 millions pour budget et à peu près 300 millions en recettes. Sûrement 400 maintenant, alors on enregistre. Voilà. 55 millions de budget sur Box Office Mojo. Ah ok, moi j'ai JP Box Office, moi j'ai 70. Mais j'avais 55 aussi. Ok, d'accord. Et ça va être très rentable. Très bien. Et ça continue. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on regarde souvent, on parle de DC Extended Universe, c'est parce qu'on a maintenant intégré ce modèle de fonctionnement parce que Marvel Studios a réussi à faire ce modèle-là et qu'on forcément regarde la concurrence puisque DC est historiquement concurrent de Marvel. Mais avant, Warner Bros faisait juste des trilogies sur des personnages et personne ne voulait forcément que tous interagissent de la même façon. Tu vois, quand il y a eu Superman Returns et qu'il y a eu la trilogie de Batman en même temps, on s'attendait pas à ce que les deux soient dans le même univers. Donc il faut aussi juste se rappeler qu'il y a 10 ans, on n'avait pas intégré cette façon de faire et que du coup Warner peut très bien se contenter de continuer à juste faire des films séparés de tout. Alors oui, il y en a qui ont l'air d'avoir des liens entre eux, on est d'accord, et c'est pas grave en fait. Et après il y a aussi plein de films animés qui ont des liens entre eux, donc c'est vrai que ça peut aussi prendre cette partie là. Mais si on reste justement, parce que tu voulais parler de Snyder tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut retenir de la tentative justement de DC d'avoir essayé de créer ces Avengers à eux et de faire coaguler un petit peu tout cet univers entre Batman, Superman, Wonder Woman.
Qu'est-ce qu'on en retient ? Alors ce qu'on en retient, ça on le saura, ça sera dans le temps qu'on en retiendra. Moi, à titre personnel, c'est vrai que déjà ils ont fait en réaction notamment à Marvel, et encore ça a pris du temps avant que la réaction ne s'enclenche. Ouais. Et effectivement, le problème c'est qu'ils ont voulu mettre beaucoup de choses dans un film, notamment Batman v Superman, et déjà peut-être trop, et deuxièmement avec peut-être une intention en tête qui n'était pas soit la plus claire, soit la plus définie, parce qu'ils voulaient faire comme Marvel en essayant d'avoir pour l'argent. C'est tout dans la gestuelle, Arnaud. Pour l'argent, effectivement. Non, de suite. En essayant de se distinguer avec quelque chose d'artistiquement plus intéressant, musicalement et filmiquement, en tout cas dans les images que Marvel, mais finalement, ça fait pchit. Puis on va faire un calcul très simple, un film solo Batman de Nolan ça fait 1 milliard, un film Justice League avec tous les plus grands super-héros d'ici ça fait même pas Man of Steel 706 voilà. Ce qui était intéressant, pardon. Vas-y. Non mais juste le calculer vite fait sur la façon dont on va procéder au final. Fabien, pardon. Ce qui était intéressant, avant qu'on avance quand même. Ce qui a été intéressant, je parle vite fait de BVS parce que j'aime bien ce film en fait. Enfin, surtout la version longue, c'était justement de jouer avec les codes du PG-13 jusqu'à quel point on pouvait montrer la brûlance la brutalité, pardon, la brûlance, je veux dire. Pourquoi pas ? Parce qu'il brûle justement les gens. La brutalité d'un personnage dans un film PG-13 quoi, puisque Batman était clairement montré comme un vigilante hardcore qui était passé de l'autre côté, enfin qui revenait littéralement aux toutes origines du personnage, qui butait les mecs, qui les torturait jusqu'à la mort, et je sais pas effectivement contre un Superman dépressif, donc je ne sais pas à quel moment le public pouvait se retrouver dans un personnage ou dans l'autre en fait. Et je trouvais ça intéressant justement que Snyder puisse imposer cette version-là du personnage, qui encore une fois est tout à fait valide par rapport à tout le lore, toute l'histoire du comic books, et toujours encore une fois cette idée de retourner la scène des parents de Bruce Wayne, mais à chaque fois de l'assassinat des parents de Bruce Wayne, mais à chaque fois en lui donnant une couleur différente. Il y a toujours un détail, un point de vue qui limite peut changer littéralement toute la famille Wayne. Littéralement dans BVS, c'est littéralement le Thomas Wayne qui va vers l'assaillant pour le tabasser, et c'est lui qui se fait tuer en fait. Donc on se dit, est-ce qu'il y a pas encore est-ce que le Batman de Nolan n'était pas plus démocrate, et le Batman de Ben Affleck fondamentalement républicain, quand on sait que sa famille lui a été une famille de chasseurs qui allait vendre de la peau d'un côté t'as les néoconservateurs, de l'autre t'as les libertariens. Exactement. Après, Snyder a dit quasiment clairement qu'il avait remis cette scène-là au début pour le foreshadowing à la fin du Martha. Du Martha. Maman. Effectivement, si on peut quand même parler un petit peu avant de se quitter de Birds of Prey, avant d'aborder le gros morceau qu'est The Batman. Birds of Prey, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce que c'est fin de partie pour la Suicide Squad, le Suicide Squad de James Gunn ? Est-ce que ça va relancer quelque chose, ou est-ce qu'il va juste se penser en tant que film et puis rideau ? Moi je pense qu'on est sur cette optique d'avoir un film en standalone. Maintenant en fait Warner doit quand même continuer à miser sur ses acteurs les plus bankable, et il faudrait être quand même assez stupide pour se débarrasser de Margot Robbie et de Harley Quinn par la même occasion, parce que les deux sont très bankable. Mais l'émancipation d'Harley Quinn qui est dans le titre, elle est à double sens, c'est-à-dire que le personnage s'émancipe du Joker là-dedans, et va donc avoir on va avoir ce film de bande de filles un peu qui est rated R aussi, donc il devrait être assez violent et pas se retenir, et qui du coup profite aussi d'un petit budget qui permet d'avoir une plus grande liberté créatrice. Et puis c'est une émancipation de Warner par rapport au précédent Suicide Squad, et à cette période en fait marquée où au final on ne retient plus trop vraiment de certains films qui ont été faits. Donc, mais je pense qu'on est vraiment dans une direction où en fait maintenant l'important c'est de se concentrer sur les faiseurs de films vraiment, et proposer quelque chose de différent par rapport à la chose, par rapport à ce qui se fait, et sur les personnages, plutôt que de réfléchir forcément aux structures intégrées d'univers partagé, parce que on va vite comprendre qu'avec avec des personnages de la Suicide Squad, tu peux pas les intégrer avec un autre film où il y a Aquaman par exemple. Enfin, quand tu regardes la direction artistique des deux films, comment est-ce que tu voudrais les faire cohabiter ensemble, même s'ils devaient s'affronter, tu vois. Peut-être Killer Croc. Il est dans l'eau, voilà. Ouais, King Shark, tu vois, voilà. pour les Orca. Océane. Donc pour Birds of Prey aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est l'un des premiers films 100% féminin de la part de la Warner, qui fait enfin ce pari de mettre des femmes derrière la caméra. Donc on a une réalisatrice féminine, on a une scénariste féminine. Globalement, le casting, c'est quand même beaucoup de femmes, et pas seulement des femmes blanches. Donc ça, c'est intéressant aussi d'aller encore plus loin dans la diversité des backgrounds des héroïnes. Donc j'attends de voir la proposition. En plus, apparemment, selon les screen tests, ça prendrait des allures de musical aussi. Il y aurait des morceaux chantés, ce que sous-entend un petit peu la bande-annonce. On voit notamment Harley Quinn
déguisée en Marilyn Monroe. Donc je pense que ça peut être un ovni super intéressant. J'ose espérer que c'est vraiment ce film-là qui confirmera qu'on peut non seulement faire des films avec des approches différentes, mais aussi avec plus de diversité derrière la caméra, parce qu'à mon sens, c'était ça qui manquait aussi à Warner pour le moment. On voit que Marvel et Warner sont en train de se bouger à ce niveau-là. On voit aussi Ava DuVernay sur New Gods. On n'en a pas trop parlé, qui est scénarisé par Tom King, mais j'espère que ça va être aussi le début effectivement d'une émancipation pour échapper aussi un peu au male gaze. À voir si Birds of Prey peut être l'un des premiers films de super-héroïnes qui met en valeur le female gaze au détriment du male gaze qui pourrissait comme le personnage d'Harley Quinn dans Suicide Squad, où j'avais compté une vingtaine de plans sur le cul d'Harley Quinn. C'était absolument épouvantable. Notamment un absolument atroce en sortant d'un ascenseur, je crois m'en souvenir. Si vous avez encore quelque chose à ajouter autour de Birds of Prey avant qu'on attaque The Batman, Oui, vas-y. Quelqu'un se souvient de la série Birds of Prey? Non. Non. Alors non. Moi, je me souviens de la chanson de Fatboy Slim, c'est tout. Mais ça suffit. Très bien. Bon, je sais que Karl derrière la vitre est un très grand amateur des Birds of Prey. Et l'actrice qui jouait Huntress dans cette série-là revient pour le crossover Crisis de la CW qui arrivera en décembre. Ça tout génial ça. Ouais, presque tout le monde. Ouais. Donc The Batman, attendu en 2021, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle titre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On sait qu'il y a Jeffrey Wright qui a rejoint le casting en tant que commissaire Gordon. On a Jonah Hill, dont on ne sait toujours pas s'il s'agit du Riddler, donc de l'homme mystère, ou du pingouin. Catwoman, et apparemment il y a des rumeurs autour de Catwoman, j'ai cru voir passer ça. Arnaud, tu fais la moue, dis-nous tout. Ah non, juste parce que c'est des rumeurs qui viennent de sources pourries, donc je ne relève pas. Reddit, pour très bien. Voilà. Jeffrey Wright est confirmé. Jeffrey Wright est confirmé. Il n'a a pas même été officiellement confirmé. Il a tweeté dessus, clairement. Voilà, le timing entre l'annonce et son tweet n'était pas anodin. Peut-être qu'ils se mettent d'accord sur le salaire. Oui, peut-être. Jonathan ? Non, après, moi, ce que j'ai entendu, là, on confirmera ou pas, j'ai l'impression qu'il voulait quand même faire un peu plus de focus sur le côté détective, me semble-t-il. Ce qui est vrai, finalement, qui n'a pas été très, très exploité dans les films, parce que c'était justement des films d'action, aventure, pour la plupart, alors jusqu'à un certain point, avec plus ou moins de drame dedans, mais effectivement, c'était pas forcément des films de polar, en tout cas, donc il y a un créneau à prendre de ce côté-là. Océane. Les films de Nolan, en tout cas The Dark Knight, parlaient quand même de la surveillance de masse avec cette fameuse scène où il surveillait tous les téléphones portables. Il y avait un peu ce côté détective qui tentait d'insuffler, mais c'est pas ce qu'on retient le plus. Je suis d'accord avec toi. Mais il tentait. C'était jamais un récit d'enquête. Voilà. C'est jamais un récit d'enquête. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Mais donc, il voulait enquêter en utilisant des techniques totalement illégales et justement qui reflétaient bien l'Amérique à ce moment-là. À quel point on est prêt à donner notre vie privée au gouvernement pour être protégé. C'était un des thèmes du film. Après, il est vrai que des films de super-héros d'enquête, à part Hellboy dans les années 2000, j'en vois pas beaucoup. Non, c'est pas forcément le genre de prédilection. C'est clair que nous, on veut l'action, la bagarre, le troisième acte avec un laser qui tire vers le ciel, tu vois, qui va tout casser. Mais vraiment, c'est vrai que de tous les rapports, de tous les reports qu'on a eu sur le film, avec notamment la présence de plus que 2 ou 3 vilains, ce serait vraiment il y en aurait 6 au total. Ça peut faire et d'avoir vraiment un murder mystery sur une nuit à Gotham, Batman qui enquête, qui va voir chaque année vilain, et on fait petite action, petit cadre. Et voilà, enfin, un Batman détective, ça sera bien. Un film qui se conçoit en tant que film, tu veux dire, aussi. Voilà. Et n'oubliez pas que non, Ben Affleck ne reviendra pas. C'est pas un préquel au Batman de Ben Affleck. Parce qu'il y en a qui en sont encore persuadés. Oui, encore. Donc, ce qui voudrait dire que Ben Affleck serait Robert Pattinson Super Saiyan. Non, mais justement, non. Ça très bien. Fabien, qu'est-ce que tu attends de The Batman? Moi, je vais dans la logique d'Arnaud. C'est vrai que je rêverais de voir un After Hours ou un Collatéral façon Batman, c'est-à-dire un film qui se passe sur une seule nuit, où limite on recycle le scénario de Die Hard 3 où Batman doit aller à plusieurs points de la ville pour résoudre des enquêtes du Riddler avant qu'il fasse péter des bombes à des endroits stratégiques de Gotham. Je pense qu'il faut continuer dans la logique du Joker à de plus en plus conceptualiser les films par rapport à des genres et ensuite intégrer les personnages dedans pour voir lesquels correspondent mieux à ces genres-là. Je suis assez confiant dans le projet. Déjà Pattinson, je pense que c'est un super cast. C'est un super acteur, il faut le rappeler. Donc il va être nickel en Batman. Jeffrey Wright en commissaire Gordon. Bon, moi, Gordon, c'est un petit peu mon personnage préféré, donc je suis attentif. Mais bon, c'est un excellent acteur et peu importe la couleur de peau, on veut un excellent acteur pour le rôle, c'est le principal. Bon, de toute façon, Gary Oldman, il est là, il sera là à tout jamais. Mais voilà, effectivement, l'histoire de Batman façon polar, façon détective, c'est clairement ce qui nous manquait. Jusqu'à présent, on n'a que la série animée qui a fait ça
concrètement de manière intelligente. On va pas nous refaire, j'espère, la machine qui détecte les empreintes digitales de The Dark Knight, parce que ça c'était un petit peu pousser le truc à l'extrême, mais effectivement Océane mentionnait effectivement les dérivés du Patriot Act qu'on pouvait voir dans The Dark Knight, qui était au-delà du polar, mais qui était vraiment l'aspect politique, l'aspect surveillance globale. Mais je pense que ce serait pas mal effectivement de recentrer vers une enquête interne et très intime. Et encore une fois, c'est ça qui permettra de faire évoluer le film de super-héros vers autre chose que vers le genre science-fiction, aventure. En tout cas, avec Matt Reeves, qui quand même, je rappelle, avait bossé avec James Gray au début, donc sur les films policiers de James Gray, je pense que ça peut être très très bien. Très très bien. Bon, en tout cas, si ça a autant de gueule que ces films Planète des singes, allez, let's go quoi. Très bien. Gorilla Grodd peut-être du coup. Oui, Gorilla Grodd avec un petit chapeau. Non, moi j'attendrais peut-être un petit peu. Là, je donne mon avis, mais j'attendrais peut-être un petit peu un truc plus à la Hitchcock, façon L'homme qui en savait trop, ou justement les 39 marches avec la cour des hiboux. Je pense que le public est prêt pour voir ce méchant-là arriver. Génial. Sachant que il me semble que la cour des hiboux, ça va être l'arc principal du prochain jeu Batman, donc ça permettrait de remettre en avant un peu ces personnages-là qui sont quand même assez récents, que le public connaît pas encore, et qui donnerait un twist intéressant si jamais ils veulent faire une trilogie, par exemple. Voilà, oh là là, le pingouin était le maître en ces lieux, et en fait non, il obéissait à quelqu'un d'autre, ou alors Hugo Strange par exemple qui dévoilerait l'identité à la cour des hiboux, et puis on verrait ça après, et puis surtout exploiter un peu tout le background de la famille Wayne, qui mine de rien pour l'instant n'a pas été forcément traité, et qui pourrait donner lieu à quelque chose d'assez intéressant. Un tout petit peu dans Batman Begins, quand on apprend que justement il y a des souterrains qu'il y a en gros un héritage de bienveillance dans la famille Wayne, mais à part ça, effectivement. Comme dans BVS. Oui. C'est pas du tout ça. C'est plutôt The Revenant, la famille Wayne chez les BVS. Mais même dans Joker, il y a des choses sans aller trop loin. Bon. Les amis, c'est le moment où je vous demande qui est votre méchant préféré, ou votre Batman préféré, tout simplement, avant de refermer ce grand débat, car l'heure tourne. Arnaud, Fabien, qui se lance en premier? Océane, tu trépignes, je te donne la parole en premier. Ma méchante préférée, c'est Poison Ivy. Oui. On l'a pas beaucoup mentionné. Non. Mais j'aime beaucoup déjà toute son esthétique, tout simplement. Et puis j'ai grandi avec des animated series et sa représentation dans les animated series, et même dans les jeux Lego. J'adorais, et j'aime beaucoup aussi sa relation avec Harley Quinn. Et c'est dans ces comics-là qu'on voit vraiment leur relation à elles deux, et qui est quelque chose de très intéressant. Je parlais tout à l'heure de l'impact d'Harley Quinn et de ses thématiques sur les jeunes filles. Poison Ivy, pour moi, elle en fait tout autant partie, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour elle. Jonathan? Moi, le méchant préféré, ce serait Mr. Freeze, notamment avec effectivement tout le backstory né dans la série animée. Dans Arkham City, j'avais aussi, alors là c'est autre chose, j'avais beaucoup aimé son combat de boss aussi, ça m'avait intéressé, mais voilà, tout ce qui tourne autour de ce personnage justement tragique m'intéresse beaucoup. Après, mon Batman préféré, en tout cas mon film de Batman préféré, c'est Batman Begins, donc peut-être que juste comme je trouve que c'est une des meilleures origin story jamais racontées, franchement c'est donc le Batman de ce Batman Begins, Fabien? Alors c'est impossible à dire quel est mon méchant préféré, mais je pense que l'Harvey Dent de Double Face de The Dark Knight m'avait vraiment touché, parce qu'on revenait vraiment sur le genre du film de vigilante, vraiment quelqu'un qui bascule pour pratiquer l'auto-justice lui-même, c'est-à-dire les fondamentaux de cette personne sont complètement détruits et ébranlés pour finalement basculer vers ce qu'il ne veut pas. Donc pour moi c'est intéressant, et c'est intéressant d'avoir arrêté son récit dans ce film-là, parce qu'on ne pouvait pas forcément aller plus loin dans le cadre de cette histoire-là. Et ce qui fait que pour l'instant j'attends tous les films Batman qui ont été faits depuis The Dark Knight, pour moi sont des bonus. Donc, mais vraiment, enfin pour moi, on attend The Batman. Voilà, on a attendu, le palier a été tellement beau. Je dis pas que c'est le meilleur, mais je dis juste que pour moi, depuis, ils ont fait le film de Batman que je voulais voir, c'est-à-dire le hit de Michael Mann, mais chez super-héros. Et depuis, pour moi, ce palier-là doit être atteint de nouveau, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc je dirais The Dark Knight avec le Batman et le fantôme masqué en animation, qui pour moi est objectivement peut-être le meilleur film Batman jamais fait. Dont on n'a pas effectivement beaucoup parlé, malheureusement, évidemment. Arnaud? Donc, je vais être hyper original, je vais dire le Joker.
Oh là là, mais lequel? Non, en tant que méchant préféré, du coup. En tant que méchant préféré, mais j'ai pas d'interprétation favorable. Enfin, je dirais ça. D'accord, le concept même du Joker. Je suis contre le fric, alors lui, il représente le chaos, ça me fascine, tu vois. Parce qu'il est total à l'inverse de moi. Et comme film, c'est pas mal que tu mentionnes l'animation, parce que moi, personnellement, un de mes films préférés, c'est un film d'animation aussi, c'est Batman le retour du Joker. En fait, c'est la prolongation de la série, c'est un spin-off de la série Batman la relève, Batman Beyond, où en fait on découvre en fait moi je vais pas raconter l'histoire en fait du coup parce que j'arrive plus à me souvenir complètement comment le présenter, mais c'est un des films les plus sombres qui était fait en gros, parce que le Joker là-dedans est vraiment abominable. Enfin il est merveilleux, mais il est merveilleusement abominable. Du coup c'est un film qui est très très dur. D'ailleurs il est si dur qu'en fait il y a une version cut et enfin une version director's cut, une version pour les enfants. Ça, parce que c'est pas un film vraiment pour les enfants pour le coup, mais j'adore l'univers j'adore l'univers animé, j'adore l'univers Batman Beyond aussi qui est futuriste, et franchement ce film là pour moi c'est un des plus terrifiants qui était fait sur le Joker en tant que personnage principal, donc voilà. Très bien, moi en ce qui me concerne, tout a été dit sur Poison Ivy, tout a été dit sur Double Face. Le Double Face de The Dark Knight, pour moi en ce qui me concerne, parce que je trouve qu'on oublie trop facilement Double Face, il se laisse trop facilement éclipser par le Joker, et pourtant c'est peut-être l'un des personnages les mieux écrits qu'on ait pu avoir au cinéma. Moi j'irais du coup sur le terrain du fantôme masqué, The Phantasm. Je trouve que le nom même en anglais est peut-être plus parlant sur la connotation qu'il a par rapport à Batman, et sans dévoiler son identité ni voilà ce qu'il sous-tend, c'est peut-être conceptuellement l'un des adversaires les plus puissant, qui peut vraiment le faire le plus de mal à Batman, et pourquoi pas l'avoir si jamais il faut avoir des films un peu plus intimes sur Batman dans ce nouveau run de Matt Reeves, s'il s'agit bien d'un run, pourquoi pas le voir cette fois en live, mais je rêve parce qu'on l'aura jamais. C'est une belle synthèse aussi entre le fantastique, l'horreur, et puis même tout simplement le drame intime, et puis tout ce final avec l'esthétique de Fritz Lang, du Bioshock un peu avant l'heure aussi, c'était sympa. Bref, si t'aimes Fantasme, elle revient en comics à partir de janvier en VO. Ah ouais, d'accord. Oh là là, génial. Bon, vous l'aurez eu ici en premier. Elle était revenue dans la Justice League aussi, dans un épisode, on la voyait. Très bien, alors sur le chat on a le pingouin, le seul perso qui m'a donné envie de manger du poisson cru. J'ai Scred qui dit Alexandre Benalla meilleur Batman. Galaxis qui dit que le meilleur méchant c'est Louis Plenel. Bon, je pense que le chat est parti, on les a perdus. Et Louis Plenel en commissaire Gordon. C'est la moustache. Avec la moustache, très bien. Gosei Joken, il est en roue libre là. Ah là là, mon dieu, Thibaut InShape en Joker, c'est fini, on les a tous perdus. D'ailleurs je vais vous demander de cacher les écrans, car il s'agit maintenant de l'heure fatidique du quiz musical. Alors le quiz musical cette semaine, 5 coups fait rire, donc 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, les points vont la parole va à l'équipe d'en face. 2 équipes cette semaine, nous avons l'équipe Batman et nous avons l'équipe Robin. Nous avons l'équipe, nous avons l'équipe nous avions l'équipe bleue et l'équipe rouge, l'équipe Robin d'un côté et l'équipe Batman de l'autre. On va y arriver. Donc voilà, l'équipe Robin et l'équipe Robin de Parce qu'il y a plusieurs Robin. Alors on peut dire, ouais, c'est vrai. On peut faire l'équipe Red Hood et l'équipe Nightwing, Robin, comme ça c'est fait. L'équipe Batman et l'équipe Robin. Voilà, donc l'équipe Batman. Nous avons Arnaud et Jonathan qui sont équipe Batman, et Océane et Fabien équipe Robin. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. La thématique c'est donc 5 coups fait rire, donc pour chaque morceau un rire iconique de la pop culture. Okay. Voilà, c'est parti pour le premier morceau. Heath Ledger, bien vu. Donc Heath Ledger dans The Dark Knight sur le morceau And I Thought My Jokes Were Bad par James Newton Howard et Hans Zimmer. 1 point pour l'équipe Robin. Très très bien. Donc 1-0. Du coup, c'est parti pour le Arnaud et Tripigne. C'est parti pour le deuxième morceau. Fabien là. Docteur d'Enfer, je veux le film. Austin Power, le premier, très bien. International Man of Mystery. Tout à fait. Donc c'est le rire du Docteur d'Enfer dans le tout premier Austin Powers, International Man of Mystery, sorti en 1997, film de Jay Roach, donc, et pour un thème soul bossa nova composé par Quincy Jones et son orchestre, tel que crédité sur la bande son. 2-0 pour l'équipe Robin, qui décidément devance Batman. je vois Arnaud faire la moue. Moi, je suis altruiste, j'ai envie de le
laisser gagner. Très bien. Non, moi pas. Très bon joueur. Peut-être qu'il va y avoir une remontada avec le prochain morceau. Déjà, c'est un truc d'animation japonaise, ça c'est sûr. C'est Death Note. C'est Death Note, bien vu. C'est évidemment le rire de Light, le rire plus exactement de Mamoru Miyano dans le rôle de Light Yagami dans Death Note, animé sorti en 2006 du coup, avec le morceau Light's Theme de Hideki Taniguchi. Voilà, fabuleux récit de Rise and Fall, on peut le dire. Néo-gothique dans un univers du Japon, et le chat est en mode Soichiro Yagami, espèce de connard. Évidemment, tout le monde y est. VF signé Alexis Thomasian, d'ailleurs on le félicite, une VF aux petits oignons. 2-1, du coup Batman remonte 1 point. Pour Batman ça fait 2-1, c'est parti pour le 4e morceau. Kefka, bravo. Sur quel jeu du coup? Final Fantasy VI. Final Fantasy VI, très très bien. Donc c'est évidemment Kefka Palazzo, le méchant iconique de Final Fantasy VI, sorti en 1994 sur Super NES. C'est Dancing Mad là, c'est pardon? C'est Dancing Mad, le morceau, bien vu. Composé par Nobuo Uematsu, évidemment l'inénarrable artisan de la musique de JRPG des années 90. J'étais sûr que tu le trouverais celui-là. Évidemment, c'est un petit peu ta zone de prédilection. On rappelle que tu as écrit la légende Final Fantasy IV et Final Fantasy V chez Sœur d'édition, donc voilà, c'était un petit peu un point cadeau, mais finalement c'est à l'équilibre puisqu'on est à 1 partout. Deux partout, voilà, 2 partout dans ce quiz musical. Rien n'est joué, tout se joue maintenant. J'ai envie de dire c'est magnifique parce que le dernier morceau, voilà, c'est particulier. Oh, Tidus, Final Fantasy X. Bravo. Non mais sérieux. si. Eh ben si. Non, il a retiré son casque en protest. Bon, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Jonathan, ce qui se passe derrière ce rire en particulier? Non, mais c'est... Ouais. Alors, le héros de Final Fantasy X, Tidus, essaie de... essaie un petit peu de remonter le moral de Yuna, donc l'héroïne. C'est l'inverse, c'est Yuna qui veut remonter le moral de Tidus. Non, en fait, elle veut lui remonter le moral, mais Tidus lui explique que c'est bien de rire jusqu'à ce qu'on... Enfin, c'est Yuna qui explique ça, et Tidus, il fait ce rire forcé, mais qui est fait pour être forcé. Voilà, donc, mais c'est devenu un mème. Un mème, notamment une sound font qui sert à recomposer plein de morceaux. Comme ça, vous avez des feuilles MIDI sur lesquelles les mecs calent le mot ha de le ha qu'on vient d'entendre, et ça fait des morceaux absolument extraordinaires. Ils te refont One Winged Angel de Final Fantasy VII avec tous les haha, et c'est fantastique. Donc c'est Batman qui n'entend. Arnaud est terrifié. Non mais tu l'as un peu avantagé du coup. On sait bien parce qu'on gagne, mais en étant 2 fois du Final Fantasy, j'avoue. C'était très très difficile de. Après Joker, c'était très difficile de ne pas penser à ça. Mais bon, Batman l'emporte quand même sur Robin. Je soupçonne qu'il y a eu de la corruption en fait entre. Non, même pas. Non mais c'est ça qui est génial, c'est que j'ai même pas eu besoin. Parce que moi je suis Batman, je vais mener l'enquête. Franchement, je sais même pas comment on a réussi à pas avoir Persona 5 déjà. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a des rires dans Persona 5. J'aurais pu. Je me suis dit, j'étais prêt. Très bien. Bon, prendre, je sais pas, Francis Huster dans le dîner de con. Alors j'ai failli. Alors juste le blanc. Figure-toi que j'ai failli faire un quiz à 10 réponses avec juste le blanc. Je l'avais. J'avais le rire de OSS 117 qui dit les blagues, le cadeau de Noël, etc. J'avais fait plein de trucs. Je me suis dit non, je vais resserrer à 5, sinon c'est pas possible. Donc c'est tout. Je vais y arriver. C'est tout pour ce quiz musical qui se termine sur un score de 3-2 pour l'équipe Batman. Les amis, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous? Océane, Jonathan, Arnaud, Fabien, qui se lance? Océane. Je vais me lancer, j'ai ramené le bouquin pour l'occasion. C'est Lily et Lana Wachowski, La Grande Émancipation, disponible chez Police Society par Erwan Desbois. Ça revient sur toute l'œuvre des sœurs Wachowski, de leur début comme scénariste, leur passage à la production en tant que réalisatrice aussi. Ça aborde leur transition également. Donc c'est un ouvrage assez complet sur leurs convictions, sur les thèmes de leur filmographie. Et voilà, c'est ma recommandation. Et sinon, pour revenir sur Joker, je recommande aussi sur Comics Blog la critique de Corentin du Joker, qui en plus fait aussi un travail historique sur les références, les faits réels et les faits divers qui ont inspiré certaines péripéties du Joker. Donc c'est à lire.
Jonathan. Alors moi j'ai 2 recommandations. La première, tu en as parlé tout à l'heure, c'est le film Batman Beyond, le retour du Joker, parce que c'est effectivement un film très important, notamment sur donc, tout ce qui concerne le Joker, mais aussi sur Terry McGinnis, le Batman du futur, qui pour moi mérite ses galons de Batman dans ce film, notamment à la toute fin, parce que la toute fin, la confrontation avec le Joker, la manière dont il parvient à le vaincre, je trouve ça juste génial. Et alors la deuxième, c'est pas de l'actualité, mais presque, en tout cas ça sera bientôt, c'est le premier livre de His Dark Materials, donc à la croisée des mondes, les royaumes du Nord, que j'ai pu lire là, et dont une adaptation en série va sortir bientôt sur HBO, qui est une littérature jeunesse à laquelle je m'attendais pas, qui est franchement très intéressante, avec un personnage, Lyra, personnage principal, une petite fille qui a vraiment beaucoup de personnalité, très bien écrit, assez intéressant sur son propos, en tout cas pour le premier tome, donc voilà, je recommande. Tu découvres la série du coup Je découvre la série. Ah, c'est mortel. Donc là j'ai les 3 tomes que je vais lire, je vais regarder le film et je vais voir l'après-quel. Tu peux t'abstenir du film. Ouais, non, regarde pas le film, mais par contre, si t'as aimé le premier, tu vas pas t'en remettre sur le deuxième et le troisième. Ça part très loin, c'est trop bien. Arnaud. Oui, du coup, j'ai pas préparé les recommandations, mais par contre, du coup, vu qu'on m'en parlait de Batman Beyond, préparez-vous, c'est à la fin d'année, il y a un coffret, l'intégrale remasterisée en Blu-ray qui arrive. Il sort en France, novembre. Ouais, il sort en France aussi. Donc on va se mettre bien. Fantastique. Parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, ça reste quand même aussi une très 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 bonne série d'animation de cet univers futuriste de Batman. Et pour le reste, si jamais vous voulez lire du Batman sans trop vous investir non plus, avec juste une histoire complète plutôt sympathique, je vous recommande un truc qui s'appelle Batman à la vie, à la mort de Tom King et Lee Weeks. Et je ne sais plus le troisième, c'est Michael quelque chose, le mec qui dessinait Gotham Central. Voilà, c'est en fait un bouquin qui reprend la relation entre Batman et Catwoman depuis leur début jusqu'à la fin. C'est une œuvre, voilà, c'est assez court mais c'est complet. C'est très 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 bien écrit, c'est hyper bien dessiné. C'est vraiment l'histoire que je vous recommande à lire, qui moi me reste le truc préféré que j'ai lu depuis 3 ans, clairement. Merci beaucoup pour cette recommandation, Fabien. Alors donc moi je recommande ce livre, donc The Boy Who Loved Batman, donc c'est pas encore traduit en France chez nous, donc j'espère que ça se fera un jour. C'est l'autobiographie de Michael Uslan qui est le producteur exécutif des films Batman depuis 1989. Donc grosso modo dans ce livre il raconte comment il a été initié à Batman quand il était gamin, comment il a mal vécu la série de 66 parce que pour lui c'était un affront fait au personnage, comme quoi il a acheté les droits de Batman à la fin des années 70 pour les adaptations cinématographiques. C'était le premier mec aussi à faire des cours consacrés aux comic books aux États-Unis. Et donc depuis 1989, on voit son nom à tous les génériques des adaptations de Batman, que ce soit en termes de films, production live et animation. Donc c'est un petit peu l'un des papes de Batman en ce qui concerne le cinéma et l'animation. Et c'est quelqu'un qui a dit j'ai rencontré 3 génies dans ma vie, Tim Burton, Christopher Nolan et Anton Furst, qui avait signé les décors du Batman de 89. Donc un mec qui est vraiment attachant, qui a un parcours de vie extraordinaire, et vous pouvez le suivre sur Facebook. Il a une page Facebook, ce monsieur. Voilà. Merci à toutes et à tous pour vos recommandations. Alors sur le chat, on a cette semaine, je vous recommande La Vie, parce que c'est important de prendre le temps de vivre dans ce monde de plus en plus triste, nous dit Galaxis. On t'embrasse très fort, du coup j'imagine, courage. Je vous reco Batman White Knight, parce que Sean Murphy nous dit qu'il est des loutres. Prof Isekai nous recommande The Big O. Skried nous recommande 10,000 Years Later. Stop. Et Hells, Hells, petite OAV d'animation japonaise qui se passe en enfer, qui est quand même hyper intéressant. Et Prof Isekai nous recommande également Batman Gotham Knight. Voilà, donc derrière Prof Isekai se cache Damien, qui du coup a fait l'édito. Gosei Yujoken, je conseille à Thunder de prendre son cerveau et de revoir Joker pour qu'il comprenne pourquoi il est passé à côté d'un chef-d'œuvre. Mais Thunder, il a mis le feu sur ça, en parlant du Joker. Thunder de répondre, il a vu Ad Astra et se sent bien rempli. Bon. Certains veulent voir le monde brûler. Et Gosei Yujoken dit également, regardez Devilman Crybaby, c'est mieux que Batman. Alors bon, peut-être. C'est hyper bien quand même. C'est excellentissime. Et recommande aussi Primal, nouvelle série d'animation qui est aussi très 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 bien. Qu'on a eu la chance de voir Annecy, qui ça y est commence enfin à sortir sur Adult Swim, et on recommande très fort parce que c'est absolument incroyable. Pour mes recommandations, je vous recommande, vous me voyez venir à des kilomètres, si vous savez, Héros de Bruno Merle, film sorti en 2007. Michael Youn, tout à fait, je l'ai placé. Ça y est, film que j'ai désolé Thunder Geek, auquel je n'ai pas pu m'empêcher de penser pendant toute la promo de Joker. Je me disais,
ok, un clown qui vit tout seul avec maman dans un très grand appartement, ok, d'accord. Et en fait, non, c'est pas ça, fort heureusement, mais c'est un film que je recommande. C'est pas un film agréable à regarder, ça c'est sûr. Il y a plein de problèmes dans ce film, il y a plein de défauts, mais c'est l'occasion de voir un Michael Youn totalement déchaîné dans une interprétation, je pense, mémorable, et qu'on passe un bon moment ou pas devant ce film, il en reste vraiment quelque chose, notamment tout ce côté, un personnage qui va essayer de pousser les murs, mais même pousser le cadre, et avec un film qui va changer de format au milieu du film, par exemple, des tas de choses comme ça, plein de renvois au Soprano avec des poissons, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est un film hyper dense. Voilà, c'est très 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 singulier comme film, mais à voir si vous allez bien. Ou en tout cas, avec un chat sur les genoux et un chocolat chaud. Et Michael Youn a rendu hommage justement au film Joker cette semaine. Ah bon ? Le film est sorti, il a dit c'est incroyable. Je ne peux plus être comédien après ce film. Il a dit ça. Ouais, très bien. C'est fou quand même. Bah, c'est fantastique. Bah, on attend le remake du coup américain de Héros. Ma deuxième recommandation, Isekai Damien du coup m'a devancé, c'est évidemment The Big O, animé de Sunrise, sorti en 99, voilà, qui a été mentionné dans l'édito. C'est Batman avec des robots géants. C'est hyper intéressant. Alors pour faire le pitch assez rapide, ça se passe dans Paradigm City, qui est donc une ville qui a survécu à un mystérieux événement apocalyptique il y a 40 ans. Tout le monde a oublié ce qu'il en était du passé, et du coup cette ville se reconstruit, essaye de retrouver un semblant de civilisation, et donc au milieu de tout ça on va suivre Roger Smith, qui est une espèce de négociateur et qui pilote un mystérieux robot qui s'appelle le Big O, et donc c'est une sorte de Bruce Wayne. Voilà, ça réécrit un petit peu tous les éléments de la mythologie Batman dans le cadre du robot géant, et quelque part, et finalement, est-ce que cet élément apocalyptique ne désigne pas si on renvoie ça à la société japonaise, un événement traumatisant qui aura précipité une occidentalisation forcée du Japon, d'où le renvoi à la mythologie occidentale de Batman. Et cette lecture-là sur la série peut, à mon avis, vous aiguiller sur ce que cette série essaie de vous raconter. Donc c'est une série vraiment prenante visuellement, assez lente. La VF est de très bonne qualité. D'ailleurs, je remercierai Damien après l'émission pour avoir intégré des éléments de VF dans l'édito. Et je me rends compte que je suis beaucoup trop long, donc je vais arrêter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme le veut l'adage, c'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 103 d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Arnaud, Fabien, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Tous les jours sur comicsblog.fr, donc pour suivre l'actualité des comics et de leurs adaptations. On fait donc de l'actu, des chroniques, des critiques. On essaie d'avoir un podcast par semaine aussi, donc vous pouvez nous retrouver à l'audio là-dessus, où on parle on a un regard de lecteur sur l'actualité de la pop culture. Et toi, Fabien ? Actuellement, différents endroits, chez Rokirama, chez Otomo, sur le futur bouquin qui va sortir sur la science-fiction japonaise. Donc, voilà. Kaiju, Envahisseur et Apocalypse. Tout à fait. Voilà, donc on reste très actif. Voilà. Très très bien. Eh ben, Océane, a priori tu restes avec nous la semaine prochaine. Et ouais. Et oui. Et Arnaud, je crois que tu restes avec nous la semaine prochaine. Je crois que je reviens, oui. TikTok. Donc on va te confier tous les teasings toutes les semaines. Oui, je suis d'accord. Parfait, très bien. Bon bah écoutez, TikTok, on se laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine. Bon là, je pense que vous avez quand même beaucoup d'indices. On vous laisse mener l'enquête. C'est sur Kesha. Oui. Pas mal. Non. Je suis désolé. À la semaine prochaine, on se laisse là-dessus, c'est plus possible. Bye. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.